Ray, la prochaine fois qu'on te demande si tu es un dieu, tu réponds « Oui, on est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul !» Zut, flûte, cacaboudin. Et autre chose, Alice, avez-vous vos règles en ce moment? Ne froisse pas les effluves! Bon, alors là, je sais pas si c'est du racisme ou de la misogynie, mais je suis en pétard, ça y est. Il doit bien y avoir quelques parcelles d'humanité dans ce gros hamburger pourri. Et vous, qu'est-ce qui vous branche? Je collectionne sport, moisissure et amanite. Je suis Vince. Vince Clorto, le maître des clés de Gozer, alias Voltnus Ildroir, seigneur de Sévouya. Êtes-vous le cerbère de la porte? Eh oui, c'est le biba d'homme chamal. J'en avais partout, des pieds à la tête, même dans les pieds. Eh, ouvrez-moi! C'est oui! Ouvrez! Moi, Vigo, le fléau des Carpates, la tristesse de Moldavie, te donne mes ordres. C'est Gozer. Je pensais que c'était un mec. Ça prend la forme que ça veut. Sous quelque forme que ce soit, on va le piéger. Il m'a tout englué. Bonsoir et bienvenue au Bras de fer des films, épisode bonus numéro 8, spécial Ghostbusters 2016. Mon nom est Jean-François Tremblay, et en ma compagnie, le toujours fidèle Steven de François. Salut Steven. J'ai fait le fourrer en plus. Hey, salut Jean-François. Salut. As-tu peur des fantômes? Non. Non. Difficile à dire, j'ai pas eu la chance d'en voir un encore ou de me faire vomir dessus, mais... ça serait un peu tannant. Ouais. Et en ma compagnie, à côté de moi, ma charmante copine, Caroline. Salut Caroline. Salut Jean-François. Salut Steven. À chaque fois que je dis Salut. Caroline. Caroline? Je sais pas que je toute surprise comme podcasts, déjà. que je t'ai introduit, je suis comme Caroline. C'est comme dans François Pégus. Ouais, c'est ça. Allô, Caroline. 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 C'est moi, j'ai du bureau. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Comme si on s'était pas parlé aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On a passé la journée Pour ensemble. la première fois, là, c'est ça. On s'est ignoré. Ouais. Une petite équipe plus petite que prévu. Oui, Hein? oui, ben c'est ça. On a eu des gens qui pouvaient pas nécessairement participer, qui au départ étaient peut-être intéressés, puis finalement pas besoin de les nommer ou quoi que ce soit, mais c'est ça. C'est pas grave. On est une petite équipe le fun, puis dans le fond, ce qu'on voulait faire avec cet épisode-là, c'est moi dans ma tête, je les appelle un peu comme l'épisode Gem et les hologrammes, c'est les épisodes défendre les indéfendables, dans un sens, entre guillemets. Dans le sens où, tu sais, on prend des films qui ont eu des bandes annonces très détestées, tout ça, puis voir est-ce que... Puis tu sais, on va les voir au cinéma, puis là, on essaie de déterminer, tu sais, est-ce que ça valait autant toute cette critique-là, puis... Là, on reviendra pas sur tout ce qui a été dit sur Ghostbusters, c'est immense, là, c'est gros, ça a été connu partout, tu sais, je veux dire, tout le monde en a entendu parler pas mal de cette histoire-là. Tout le monde a fait le tour, puis on a pris la peine de le mentionner dans plusieurs épisodes, Ouais, puis c'est dans ça. des battes. Fait que, tu sais, c'est comme on connaît l'histoire, là. Mais tu sais, dans le fond, moi, ce que je vois ça, c'est juste qu'on va brièvement, tu sais, parler chacun de nous trois de nos expériences avec les premiers Ghostbusters. C'est quoi notre position par rapport à ça, en gros, là, tu sais. Puis aller après ça direct dans la critique du film, du nouveau film de Paul Feig. Je pense que ça aurait de l'allure, ça. Ça a super de l'allure. Ouais. OK, super. Ben, je sais pas qui voudrait commencer, mais c'est quoi votre expérience en général dans votre vie avec Ghostbusters? Tu veux savoir si on est des fans des deux Ghostbusters. Ben oui, êtes-vous fan? Avez-vous vu les comics, jouez à des jeux vidéo? Êtes-vous des... C'est ça. À quel point êtes-vous fan ou non? Ben, je vais commencer. Oui. Parce que je suis probablement la moins fan des trois. Okay. Mais j'étais pas fan. Je veux dire, moi, quand Ghostbusters passait à la télé, j'étais contente de pouvoir écouter ça. Je trouvais ça bien sympathique, bien rigolo. Je pense que j'ai aimé le 1 puis le 2 assez également. Moi, je trouvais que c'était des films le fun, un bon divertissement, sympathique. J'avais vraiment du plaisir avec les Ghostbusters d'origine. Puis, je sais pas, il y a une partie de moi qui a toujours voulu avoir un t-shirt noir avec le logo dessus. Un jour, je vais en avoir un. Fait que, non, le logo, il est cool. Oui, il y en a vraiment des coups. Puis, ben, c'est ça. Moi, je trouvais que Ghostbusters, c'était juste du gros fun, là. Puis, il y a des scènes qui étaient très marquantes, qui sont inoubliables. Puis, j'ai toujours eu pas mal de fun avec Ghostbusters, pas au point de réclamer des jouets ou de suivre les comics ou de jouer à des jeux ou des trucs comme ça, mais
je trouvais ça le fun. J'aimais bien ça. Puis là, ben, inévitablement, la question des différences entre garçons et filles va venir un peu sur la question. Je vais tout de suite l'introduire. En fait, la question, c'est que toi, en tant que fille, à l'époque, étais-tu intéressée par un personnage en particulier? Est-ce quelque chose qui t'interpellait? J'imagine que la secrétaire, ça t'intéressait pas. Est-ce que le personnage de Sigourney Weaver t'as trouvé intéressante ou pas? Ben, je sais pas trop. Non. Si, pas particulièrement. Si je tripais pas autant sur Ghostbusters que, mettons, les gars de mon âge, parce que ça avait plus l'air d'être une affaire de gars. Parce que, bon, je veux dire, ça me rebutait pas non plus. Je trouvais que ça avait l'air le fun. Puis le fait que les protagonistes, c'était tous des gars, ça me dérangeait pas. Ben non, je veux dire, ça faisait pas en sorte que je me disais, ah non, c'est Ghostbusters, c'est juste pour les gars, puis... C'est pas, mettons, comme les Transformers ou les G.I. Joe, peut-être? Non, je trouvais ça plus accessible que d'autres affaires qui faisaient vraiment plus garçon. Ouais. Je trouvais que, je veux dire, oui, tu sais, c'est des chasseurs de fantômes, puis ce qui était le fun, puis ce qui est encore le fun avec cette équipe-là, c'est que, oui, tu sais, c'est une équipe masculine, mais c'est tous des gars différents. Oui. Ça fait, tu sais, il y a des caractéristiques des uns puis des autres qui sont attachantes, qui sont différentes, puis c'est pas comme juste une espèce de stéréotype unique puis un moule du héros masculin, mais il y en a de toutes les sortes puis pour tous les goûts. Puis je pense que c'est le genre de gang de gars que j'aurais voulu être, comme une fille qui se tient avec eux autres puis qui devient one of the boys. Pas nécessairement un love interest avec un des 4 chasseurs de fantômes d'origine, mais comme, tu sais, se tenir avec eux autres, puis se donner des tapes sur l'épaule, puis devenir la 5e membre de l'équipe. Ça a l'air des bons Jack. Ouais, c'est ça, tu sais, ça a juste l'air le fun de faire ça dans la vie, chasser des fantômes. Avec l'équipe a l'air vraiment cool, puis même si au départ, l'équipe semble un petit peu ne pas trop savoir quoi faire exactement avec les fantômes, ben j'ai pareil le goût d'aller les chasser avec eux, c'est ça qui est le fun. Ben, c'est quoi ton expérience, toi, en gros, Steven, avec les Ghostbusters? Ben gars, je fais partie de cette génération qui a grandi avec Ghostbusters. J'ai écouté les 2 films un nombre de fois incalculable quand j'étais jeune. Mon père, il avait le vinyle du soundtrack du premier film que je m'amusais à écouter à tout bout de champ. J'avais le jeu vidéo au Nintendo, le premier Nintendo, que c'était un jeu incompréhensible. Je savais aucunement quoi faire. Ben, je persistais à jouer parce que t'avais la petite musique d'intro dans le menu du jeu. Fait que j'étais comme, ah ouais, c'est le fun. Un peu comme Top Gun. Puis, puis de nos jours, j'aime toujours autant Ghostbusters. En grandissant, je me suis rendu compte à quel point que le deuxième film, finalement, était vraiment moins réussi, selon moi. Que c'était vraiment une pâle copie du premier, mais en moins bon. On dirait que la motivation et le cœur, il n'y était pas. Surtout pour, exemple, Bill Murray. Ça paraissait qu'il voulait vraiment pas le faire, le film. Là, quand j'ai été voir des interviews, puis je me suis renseigné un peu plus par rapport à cette suite, je trouve que tout ce que j'ai lu se ressent en écoutant le film. Fait que c'est une suite qui me laisse de froid un peu maintenant de nos jours. J'ai plus autant de plaisir à la voir. Mais le premier, ça reste un classique indémodable. C'est pas un film parfait, mais c'est un film qui a tellement marqué une génération, ça a tellement marqué la culture. Je veux dire que ça soit la musique, le logo, le slimmer, le bonhomme Chamadou. T'as plein de trucs iconiques dans ce film-là, de scènes cultes, des personnages vraiment le fun. Oublie ça, j'ai autant de plaisir à le revoir aujourd'hui, puis je le considère encore comme un classique qui a peut-être vieilli un petit peu sur certains aspects, mais qui reste encore aujourd'hui un must là, dans le domaine. Même si souvent qu'on discutait du fait que les fans ou ceux qui critiquaient vraiment difficilement le nouveau Ghostbuster, on disait que c'est pas Citizen Kane. On était quasiment en train de rabaisser l'original, mais c'est surtout pour dire à quel point que c'est pas la première fois là, qu'on se fait remaker plein de films nostalgiques. Je comprends que celui-là peut-être touche plus une certaine culture de jeunesse, de jeunes qui ont vraiment un attachement particulier envers Ghostbusters, mais je veux dire, gars, je me rappelle quand Texas Chainsaw Massacre, le remake a été annoncé puis sorti, oh my god, que le monde capotait, puis ça allait être le pire film, on peut pas toucher à Leatherface, le classique de Tobe Hooper, puis finalement, quand le film est sorti, ben, les critiques étaient bonnes, puis le monde a commencé à l'accepter, ce film-là, fait que je vois pas pourquoi Ghostbusters, après
200 remakes depuis le temps soit plus pire qu'un autre remake ou reboot ou peu importe. Là, je veux dire, pour ma part, ça me laisse indifférent puis je comprends juste pas la haine absolue qu'il y a eu à ce point-là. Là. J'avoue que c'était assez démesuré. Mais c'est démesuré. Pas là-dedans, là, les raisons exactes, on les connaîtra jamais. Vraiment, on s'en doute, on peut accuser le monde de plein d'affaires, mais... Puis j'ai tendance à vouloir accuser le monde de plein d'affaires, mais tu sais, en tout cas, on va rester neutre un peu là-dessus. Pas neutre sur les films, mais neutre sur la controverse, je pense. On va essayer de rester avec un épisode le fun, là, puis pas se déprimer avec tout ça. Mais ceci dit, je pense que je vais faire rager du monde un peu, tu sais, dans l'épisode, pour mon opinion sur le premier film, parce que moi, tu sais, je l'aime beaucoup, ok, j'ai grandi aussi avec les Ghostbusters, mais j'ai vu le 2 en premier. En 89, j'avais 12 ans, j'étais le voir au cinéma, c'est le premier des deux Ghostbusters que je voyais. Après ça, j'ai vu le premier pas longtemps après, j'imagine. Mais, tu sais, j'ai peut-être eu des jouets sans savoir c'était quoi vraiment les Ghostbusters au départ. Tu sais, je me souviens pas, là, j'ai les ai dans mes mains en ce moment pendant qu'on fait le podcast, mais je me souviens pas quand est-ce que j'ai eu les jouets, puis je les ai peut-être eu avant de connaître ce que c'était, ou peut-être parce que j'avais vu des dessins animés, je sais pas. Mais je sais que j'ai vu le deuxième film en premier, puis le deuxième film, moi, j'ai encore un gros attachement à ça, parce que ça a été mon introduction à ça, puis même si c'est une copie du premier, ben moi, c'était la première version que je voyais de cette histoire-là, tu sais. Quand j'ai vu le premier, ça a fait l'effet contraire à tout le monde. Moi, ça a fait l'effet de c'est la même chose que le deuxième quasiment, tu sais. C'est un peu ça dans le fond. Mais je l'aime le premier, tu sais, pour ce que c'est, comme tu dis, les images iconiques, tout ça, le bonhomme en guimauve, tout ça, Slimer. Puis moi, ce que je trouve, puis je le regarde maintenant, tu sais, avec mes yeux d'adulte, comme toi, tu regardes maintenant avec tes yeux d'adulte le deuxième, puis tu le critiques. Mais moi, je me permets de critiquer le premier en disant, de un, le personnage de Bill Murray, c'est un gros creep dans ce film-là. Tu sais, au début, il électrocute un gars pour cruiser la fille, tu sais, dans son expérience bidon. C'est un creep, là, le gars, là, tu sais, il cruise n'importe tout ce qui bouge quasiment, là, tu sais. J'aime pas ça. Puis ma grosse critique, en fait, du premier, moi, c'est qu'il manque un scénario qui m'intéresse ou qui connecte tout ça, dans le fond, parce qu'il y a c'est comme plein de petites scènes, plein d'images iconiques, mais il y a pas tant d'histoires qui m'intéressent tant que ça dans ce film-là. L'histoire avance pas tant que ça. Tu sais, je disais à Sébastien, je parlais avec Sébastien Bouchard aujourd'hui par écrit, puis je disais, moi, ce que je voulais voir des Ghostbusters, c'est la scène, de un moment donné, on voit, dans le premier film, on voit un montage où les 4 Ghostbusters chassent des fantômes, puis, tu sais, c'est comme le moment où on comprend qu'ils ont du succès, là, puis ils vont chasser plein de fantômes à différents endroits, ils en capturent plein, puis tout. Ça passe en 2-3 minutes. Mais moi, c'est ce film-là que je voulais voir. C'est les captures, les gars qui vont chasser des fantômes. C'est pas ce qu'on a là, le film qu'on a là, tu sais. Moi, je trouve que Gozer, le méchant, il est plate à mort. Je trouve que, tu sais, le bonhomme de Marshmallow, ça arrive, mais c'est comme, OK, c'est juste ça, tu sais. En tout cas, je dirais tout à l'heure comment je compare le nouveau film par rapport à ça, là, tu sais. Mais j'ai toujours été un petit peu déçu par le premier, tu sais. Le deuxième, je trouvais qu'il y avait plus de fantômes, plus d'action, une histoire qui était plus linéaire, plus cohérente, tout ça. Les personnages avaient une quête, c'était comme de trouver pourquoi la slime était là. Il y avait Vigo, il y avait tout ça, c'était intéressant. Je trouvais la slime qui rendait les gens méchants, tout ça, je trouvais ça vraiment trippant. Il y avait pas ça dans le premier, puis ça me manquait. Puis Vigo était 100 fois plus intéressant pour moi que Gozer. Ça m'étonne, je sais pas. C'est vrai que t'as vu le film en premier, mais toute l'intrigue par rapport au bébé de Sigourney Weaver, tout ça, je sais pas, personnellement, je m'en foutais quand je l'ai revu le deuxième, puis c'est de trop, puis je trouve toute l'histoire de Vigo, je sais pas, le tableau, l'image de l'acteur était posant, mais je sais pas, il me semble leur quête dans celui-là est un peu plus plate. T'sais, justement, ils chassent pas tant de fantômes que ça, ils font juste enquêter sur le fait de pourquoi les bébés étaient étranges, puis tandis que dans le premier, oui, je suis d'accord avec toi, le montage rapide où on les voit tous chasser, faire leur pub, ces choses-là, c'est super intéressant. J'en aurais pris vraiment plus de ça. Mais je crois que... Je sais pas, étrangement, je trouve que le rythme du premier est plus agréable, même s'il y a une espèce de temps mort à un moment donné, mais c'est plus soutenu. J'ai l'impression que dans le deuxième, c'est comme, OK, ouais, ça va finir par décoller. Oh, il y a une petite affaire. Oh non, ça l'arrête. OK, ça va refinir à décoller. OK, cool, il y a une petite affaire. Oh non, ça l'arrête. Puis c'est même jusqu'à la fin. Puis tu dis, le bonhomme Chamedo, OK, ouais, c'est juste ça. Excuse-moi, mais la scène de la Statue de la Liberté avec une manette de Super Nintendo, ouais. Je me rappelle plus, c'est d'un ridicule incroyable et la scène est tellement poche, là, on dirait c'est comme ça nous prend quelque chose d'aussi gros que le premier, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, on pourrait faire bouger la Statue de la Liberté. Ah, OK, ouais. Je sais pas, la scène, je la trouve vraiment ratée, puis
Mais en même temps, je pourrais te contredire, c'est juste, j'ai mais pas de la misère avec je le comprends, deuxième. puis j'assume totalement mon opinion qui est contraire à la plupart des gens, tu sais, j'ai pas de problème avec ça, je l'entends tout le temps, l'opinion que tout le monde préfère le premier, moi ça me dérange pas, tu sais, je l'assume, mais j'ai vraiment plus de fun à regarder le 2 que le 1, fait que tu sais, je peux pas me mentir à moi-même, là, j'ai plus de fun à le regarder, tu sais. Tu sais, Bill Murray, il est pratiquement jamais là dans le film. Je sais On le pas, voit pratiquement pas. Ça me fait l'effet de... Puis j'ai ça, ils font souvent ça. Exemple, tu sais, il y a eu l'adaptation de Scooby-Doo de James Gunn. Puis tu sais, quand tu vas voir un film que tu sais que ça va être avec une équipe que t'aimes, puis que l'histoire commence après les 10 premières minutes, ton équipe se dissout à cause d'une chicane ou à cause de ça. Ça m'énerve. C'est ça qu'ils ont fait dans Scooby-Doo. Puis dans Ghostbusters 2, ben c'est ça qui me manque. On dirait que l'équipe sont jamais toutes réunies. Mais Winston est là plus souvent. Puis dans le premier, il est vraiment pas là, puis ça m'écoeure. Ouais. Ça, je suis d'accord. Mais en même temps, je trouve qu'il manque de quoi. Le cœur de l'équipe, il est pas là. Puis je pense que c'est ça le plus gros défaut du deuxième. Mais ouais. En tout cas, c'est ça. On changera pas nos opinions là-dessus. Là, mais c'est là qu'on se situe à peu près. Puis j'ai pas joué aux jeux vidéo. J'ai pas. Tout le monde me dit le jeu vidéo du Ghostbusters 3, tu sais, il est vraiment trippant. Ah, ok, je savais pas. Mais ce que je pense, c'est Ghostbusters 3, que ça s'appelle, c'est comme le faux, une fausse suite. Dans le fond, c'est comme la suite, mais en jeu vidéo. Tu sais, avec les gars qui ont fait leur propre voix puis tout, mais il paraît que c'est bien hot. Là. Je pense que c'est au PlayStation 2, je sais pas trop quoi, en tout cas. Mais ah, ok, oui, je m'en souviens. Oui, mais ça semble c'était bon dans mes souvenirs. Tout le monde me dit que c'est bien hot, là, mais... Fait que c'est ça, en gros. Puis moi, j'avais vraiment... J'étais vraiment intéressé tout au long des années 2000, quand je voyais des histoires quasiment tous les 6 mois sur Ghostbusters 3. Ça allait-tu se faire? Ça allait-tu pas se faire? Est-ce que Bill Murray allait participer ou pas? Puis, tu sais, pendant tout le long que Harold Ramis était encore vivant, tout ça. Puis, quand il est décédé, ben, tout le monde était bien déçu, mais je savais que c'était mort, puis bon, j'en veux pas d'autres Ghostbusters. Mais quand ils ont annoncé que c'était Paul Feig, j'avais déjà vu Bridesmaid, j'avais déjà vu The Heat. Je pense que j'avais pas encore vu Spy. Mais... j'ai été intrigué, j'étais comme OK, c'est un drôle de choix, mais je trouve ça intéressant. Puis tu sais, quand ils ont annoncé le casting, c'est comme OK, je m'attendais pas à voir ce monde-là dans ce film-là, mais ça peut être le fun, tu sais. Parce que selon moi, parce que j'ai aimé les films de Paul Feig, puis j'ai adoré Spy l'année passée, je n'avais parlé. Mais puis c'est ça, là, tu sais, j'étais curieux, tu sais. Puis quand le backlash est arrivé, ben c'est ça, là, j'étais un peu déçu par tout ce qui arrivait, mais puis on l'avait dit, tu sais, quand le film allait sortir, on allait le voir, puis on allait critiquer le plus objectivement possible, tu sais. Mm-hmm. Alors, je vais être très objectif. C'est ce qu'on va essayer de faire, là. Mais moi, c'est un peu comme toi, Jean-François. Je peux pas dire que le suspense de savoir s'il allait avoir un nouveau Ghostbusters me tenait sur le bout de ma chaise. Mais quand j'ai su c'était qui l'équipe qui allait le produire puis l'interpréter, j'ai fait « Oh! » ça va me tenter d'aller voir ça au cinéma. Tu sais, j'avais vu aussi Bridesmaid, puis j'avais vraiment trouvé ça le fun. J'aime vraiment beaucoup Melissa McCarthy. Puis quand j'ai su c'était qui était à bord pour ce projet-là, j'étais super enthousiaste. C'était comme OK, comme j'avais ça Ghostbusters, mais celui-là j'ai vraiment le goût. Puis je suis pas une grosse fan du phénomène des remakes, puis des reboots, puis de tout ça. Puis bon, tu sais, on peut critiquer tout le phénomène, puis dire que il y a un gros manque d'imagination à Hollywood. Je veux dire, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'a pas écrit une nouvelle histoire avec 4 personnages féminins qui sont en train de faire un projet ou de mener une bataille? C'est comme, pourquoi il faut qu'elle chasse des fantômes avec le même logo qu'un film de 84? C'est une marque de commerce pour qu'il la garde, là. C'est ça, tu sais. Une manière de faire plus d'argent, sauf que ça a eu l'effet contraire dans le sens que tout le monde a bâché d'avance le film, tu sais. C'est comme, ça se tirait un petit peu dans le pied. Il aurait pu juste enlever le logo puis appeler ça les suceuses de fantômes. Non, attends, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas, non. Oh boy! Un des meilleurs moments du bras de fer. Ouais, c'est bon, c'est comme titre. Les suceuses de fantômes, ouais. Ça a sorti tout croche, c'est pas ça que je voulais dire. Là, c'est la version porno, je viens de dire. Reprise. Aïe, aïe, aïe. Je vais te laisser finir ta pensée, là. J'avais quelque chose que je voulais rajouter, mais... Je me souviens même plus que j'allais dire. Ben, c'est ça, j'allais juste nommer un titre en dehors de Ghostbusters qu'il aurait pu appeler, là. C'est tout. Tu sais, oui, il y a vraiment beaucoup trop de remakes puis de reboots puis tout, mais tu sais, ça fait partie d'Hollywood depuis toujours, puis je commence la peine à découvrir le phénomène, mais je pourrais vous nommer pas tout de suite le même, faudrait que je fasse une petite recherche, mais plein de films
des années 50 et 60 qui étaient des remakes de films des années 20 et 30, des fois même par les mêmes réalisateurs. Tu sais, t'as William Wyler, c'est un vieux réalisateur qui a refait ces mêmes 2 fois le même film, je pense, puis en tout cas, t'as Cécile B. 2000 qui a fait 2 fois les 10 commandements, je pense, tu sais. Ouais. Une fois dans les années 20 puis une fois dans les années 50. T'sais. En tout cas, c'est pas... tu sais, pour updater des fois parce qu'il y a de nouvelles technologies, tu veux refaire ton histoire, tu veux... Là, c'est Ivan Reitman qui est derrière ça, la production, puis lui était complètement d'accord avec ça. Dan Aykroyd était d'accord avec ça. Les gars étaient tous d'accord avec ça. Même Bill Murray était d'accord avec ça. Fait que c'est comme... OK, tu sais, pourquoi pas, tu sais. En tout cas, on va essayer, puis on va aller voir au cinéma, puis on va voir ce que ça donne. Puis si c'est pas bon, ben on va le dire. Puis je pensais là qu'on est rendu dans notre épisode. Là. Est-ce que... Ben, dans quelles circonstances... moi, je sais pour Caroline, mais je vais te poser la question, Caroline. Dans quelles circonstances vous l'avez vu? Tu sais, mettons, Steven, l'as-tu vu en français, en 3D, ou peu importe, tu sais... J'avais le choix de le voir en anglais ou en français. J'ai décidé d'y aller en français par raison de temps. Parce qu'il y avait une différence de temps entre les deux, puis je voulais prendre le temps de me préparer un petit peu en revenant ici, puis de manger, puis de pas être trop à la roche, si on veut. Ouais. Puis je voulais le voir en 3D parce que non seulement toi, JF, c'est vraiment un phénomène. Là. JF a tout le temps été contre la 3D. À chaque fois que j'ai mentionné la 3D, JF avait un argument pour me contredire. Et là, il me dit... Ah, ben, tu sais, tu devrais aller le voir en 3D, hein? Non, j'ai dit, faut absolument que tu le voies en 3D. OK, absolument, oui, c'est encore pas ici. Absolument, tu vois en 3D. Et ma belle-mère, qui est allée voir le film avec sa fille et sa petite nièce, sont allées le voir en 3D. Et elle me dit que c'était génial, que ça valait vraiment la peine d'aller le voir en 3D. Fait que je commence à me dire que, merde, j'aurais aimé ça le voir en 3D, mais malheureusement, mon cinéma ne le présentait pas. Oh, dommage. Je l'ai vu en 2D. Toi, ben, on l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble. À Peterborough, dans une salle comble, en 3D. En anglais. Puis moi, je l'avais vu une semaine avant avec ma mère au Saguenay, en français, évidemment, puis en 3D aussi. Fait que je l'ai vu 2 fois en 3D, dans les 2 langues. Fait que je suis préparé. Bon, fait que par où on commence avec ce gros morceau-là, Ghostbusters? On traite ça comme un gros morceau, dans le fond, c'est juste un film de science-fiction comique, là, tu sais, mais... Ben, d'habitude, tu fais pas un petit pont pareil, comme exemple, on a fait jouer la bande-annonce d'Indépendance des 2 pour entrecouper. Oui. D'accord. Ben, faisons ça d'abord. Allez écouter un petit extrait de la bande-annonce ou la bande-annonce au complet. Puis, on revient tout de suite. Bonjour, Erin Gilbert, docteur en physique des particules. J'en avais partout, des pieds à la tête, même dans les plis. Et ça part pas comme ça. Nous avons consacré nos vies à l'étude des phénomènes paranormaux. Et voilà que les cas se multiplient un peu partout. Les gens ont besoin de nous, on nous réclame. Gillian, tu es ingénieur de très haut niveau. Oh! Erin, en physique quantique, personne ne t'arrive à la cheville. Je fais toujours ça. Je m'inscris au club. Je connais bien New York. Bienvenue. Bonjour, c'est pour le poste d'agent d'accueil. Ah, vous êtes engagé. C'est parti. C'est parti. Tu voulais... La prochaine fois, c'est toi qui... Oui, d'accord, la prochaine fois. d'accord. Quelqu'un est en train de mettre au point un amplificateur de phénomènes paranormaux. Il faut qu'on invente quelque chose pour affronter ces satanés fantômes. Dégommez-les! Patty, tu t'occupes de l'orchestre. Moi, je monte au balcon. On y va! Ouf. Bon, alors là, je sais pas si c'est du racisme ou de la misogynie, mais je suis en pétard, ça y est. J'ai demandé à Kevin de nous proposer quelques idées de logo pour notre com. Oh, j'ai peur que ce soit pas très bon pour notre image. Si ce sont les seins qui ne conviennent pas, je peux les faire plus gros. Alors, qui on va appeler? Les casseurs de fantômes. Les casseurs de fantômes. Les casseurs de fantômes. Alors, que penser de ce Ghostbuster 2016? Je dis tout le temps 2016 parce que faut différencier, mais c'est Ghostbuster tout court, le titre, là, on s'entend?
Est-ce que tu fais un petit résumé? Parce que je crois que c'est peut-être un peu différent de Ouais, ben on a le personnage joué par Kristen Wiig qui s'appelle Erin Gilbert qui attend sa permanence dans une grande université, tout ça, puis elle apprend ça au sérieux, puis en fait, il y a un gars qui arrive puis il dit « J'ai trouvé votre livre sur le paranormal, tout ça, un livre qui est sur Amazon. » Puis elle dit « Ben non, ça se peut pas. » Puis dans le fond, elle a écrit ça quand elle était plus jeune avec sa meilleure amie, à Abby, j'ai oublié le nom de famille du personnage, mais qui est Melissa McCarthy dans le fond. Ce gars-là arrive, puis il dit « J'ai trouvé votre livre, tout ça, puis ça pourrait peut-être m'aider, votre expertise pourrait m'aider parce que je connais une place qui est tentée. » Fait que là, elle a peur que le livre qui est sur Amazon va l'empêcher d'avoir sa permanence à l'université. Fait qu'elle va retrouver son amie Melissa McCarthy pour lui dire d'enlever le livre sur Amazon. Elle y parle de l'histoire du gars avec la maison hantée, tout ça. Puis Melissa McCarthy avec son ami Holtzman, Gillian Holtzman, qui est joué par Kate McKinnon, sont intéressés à aller voir la maison. Fait que les 3 filles ensemble, avec Kristen Wiig, vont aller à la maison. Ils vont aller investiguer tout ça sans trop croire à ce qui va se passer. Finalement, ils voient un fantôme. Puis à partir de là, ils vont croire pour de vrai. C'est la première fois qu'ils voyaient un fantôme pour de vrai. Fait que là, ils vont croire à ça. Ils vont en parler sur le net, tout ça. Puis ils vont finir par former le groupe des Ghostbusters, auquel va se joindre Leslie Jones, qui est une travailleuse dans le métro de New York et tout ça. Parce que le film se passe à New York, évidemment. En parallèle de ça, on a... Kevin? Kevin? En fait, c'est ça, j'allais parler de Rowan, mais on va parler de Kevin 2 secondes, un gars qu'ils vont engager comme leur secrétaire, qui est joué par Chris Hemsworth, puis on va revenir sur le personnage tantôt. Parce que c'est un cas à part. Mais en parallèle de ça, on a Rowan, qui est un gars solitaire. On imagine le gars là, qui vit dans le sous-sol de chez sa mère un peu. Puis, dans le fond, il travaille pour un hôtel, un grand hôtel à New York, et qui, lui, est en train de préparer, concocter quelque chose qui va faire en sorte que plein de fantômes et d'esprits vont sortir d'une autre dimension, en fait, et envahir New York, tout ça. Parce que lui, il en veut à tout le monde, il est frustré et tout ça. Fait que les filles, quand ils vont découvrir son complot, ce qu'il veut faire, ils vont, évidemment, essayer de contrer tout ça. Et ça va se terminer dans une grosse finale colorée et pleine de fantômes. Et donc, en gros, c'est un peu ça le résumé, je pense que c'est correct. Ouais, je pense que t'as fait le tour, là. Ouais. Ils ont de la misère aussi avec le maire, tout ça. Il y a plein de personnages secondaires, mais on peut en parler plus tard dans ce qu'on va en dire. Qui veut commencer sur le film? Battez-vous pas. Ouais, moi, je suis curieux de tout le monde, fait que... C'est de la merde. Vas-y, Jeff, tu l'as vu 2 fois, je suis curieux. Vraiment, là. OK, quand je suis sorti du film la première fois avec ma mère, je me suis reviré vers elle, puis j'ai dit, je pense que j'aime plus ça que les 2 originaux. Puis là, quand je suis sorti de la salle avec Caroline, il y a quelques jours de ça, je pense que c'est même pas toi que j'ai dit ça, parce qu'on a rencontré des amis à la sortie du cinéma, fait que j'ai dit à notre ami, à un gars qui s'appelle Tim, salut Tim, il nous écoute pas, mais c'est pas grave, j'ai dit à Tim, définitivement, j'aime plus ça que les 2 premiers. J'ai dit, de un, je trouve qu'il y a un meilleur scénario, il y a des meilleurs personnages, il y a beaucoup plus de fantômes, les effets spéciaux sont 100 fois mieux. Puis la 3D améliore le film, je trouve. Il y a peut-être des nuances là, que je vais apporter, mais dans l'ensemble, moi, j'ai tripé comme un enfant. Là. J'ai adoré ce film-là. J'ai vraiment accroché à ces personnages, mais c'est sûr que moi, la plus cool, la plus badass, c'est Holtzman. Après le film, moi, je veux être Holtzman, même si c'est une femme puis je suis un gars. Là, moi, je veux être aussi cool qu'elle, aussi badass qu'elle, avec ses armes qu'elle crée, tout ça. Ces fameux genres de pistolets à protons. Là, j'ai vraiment adoré ça. Là. Elle est vraiment badass dans cette scène-là vers la fin. Mais tout le long du film, c'est un extraterrestre, ce personnage-là. Elle a des réactions qui sortent de nulle part. Je la connaissais pas, Kate McKinnon, mais elle crée un personnage là-dedans qui va passer un peu à l'histoire dans le cinéma comique des années 2010, je trouve. Elle crée un personnage unique qu'on a pratiquement jamais vu. Là, elle a des réactions bizarres. Des fois, elle se met à danser pour rien ou à chanter sur Rhythm of the Night de The Barge, puis elle se met à faire une danse. Avec le feu. Oui, c'est ça. Puis elle est vraiment comique. Puis t'as l'amitié entre Kristen Wiig et Melissa McCarthy à laquelle moi je crois. C'est une amitié qui date depuis leur enfance. Puis tu sens qu'il y a vraiment quelque chose entre ces deux-là. Comme j'en parlais avec Caroline l'autre fois, j'ai dit, je pense que c'est parce que les actrices se connaissent déjà. S'ils se sont juste rencontrés sur Bridesmaids, ça fait... Peut-être qu'ils se connaissaient avant, mais si, mettons, c'était sur Bridesmaids qu'ils sont connus, ça fait quand même déjà 5-6 ans qu'ils se connaissent au moins, t'sais. Fait que ça paraît, la chimie entre les deux est là.
Puis les autres filles, c'est Leslie Jones, Kate McKinnon, c'est des filles de SNL comme Kristen Wiig. Tout le monde se connaît un peu, tout le monde s'est déjà côtoyé, fait que tu sens tout de suite qu'il y a une chimie qui s'installe. Exactement comme les premiers gars en 84, eux autres se connaissaient tous de SNL aussi, ou de milieu, d'avoir fait des films ensemble, que Harold Ramis avait déjà travaillé avec Bill Murray, Dan Aykroyd, tout ça. Fait que il y avait juste Ernie Hudson qui était vraiment un gars de l'externe, un peu. Mais c'est ça, là, moi, j'accroche beaucoup à la chimie des 4 filles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le personnage de Kevin, mais moi, il me fait tellement rire que ses défauts, son idiotie incroyable, parce que c'est le plus grand idiot qu'il n'y a pas au monde, puis il y a vraiment pas une once d'intelligence, ce gars-là, même s'il veut bien faire, puis il y a plein de bonnes idées, parce que dans sa tête, là, c'est des bonnes idées. C'est un idiot, il comprend rien, il est pas capable de réfléchir par lui-même, vraiment, tu sais. Il va faire des affaires comme... Il est tellement idiot que quand il entend un son trop fort, il se met les doigts dans les yeux, au lieu de se boucher les oreilles, tu sais. Mais il me fait penser à Perceval dans Kaamelott. Ouais, il est con de même. Dans la série française Kaamelott, c'est vrai que Perceval le Gallois était comme ça, tu sais. Il est aussi... il est complètement clouless, lui, par rapport à ce qui l'entoure, là. Il y a quelque chose dans la vie parce qu'il y a du monde qui l'aime, puis parce qu'il est beau, puis par chance. Mais c'est définitivement pas à cause de ses facultés mentales. Mais il est tellement drôle. C'est pas fait. Mais, on s'entend-tu que Paul Feig l'a écrit ainsi pour qu'il représente ce que les femmes sont souvent dans ce genre de film-là, des connes avec des gros tatons qui sont belles? Moi, c'est ça, je me suis dit au pire, tu sais, oui, ça peut être insultant, mais moi, je le vois pas comme une insulte, parce que je me dis, depuis le temps que, tu sais, qu'on fait des films, que le cinéma existe, il y a combien de personnages de femmes, comme tu dis, qui ont été traités comme ça, tu sais, comme des nunuches, avec des gros seins, puis qui font rien. Lui, c'est juste son corps. Tu sais, Kristen Wiig, elle bave devant lui, quasiment, littéralement, tu sais. Elle est tellement drôle. C'est dans ces moments-là que je trouve qu'elle est plus drôle, l'actrice. Elle joue, là, tu sais, la manière qu'elle essaye de s'approcher de lui en étant gênée un peu, puis elle se met à danser, ou elle se met à avoir des chaleurs. Tu sais, Melissa McCarthy la regarde, t'es tout en sueur, puis qu'est-ce qui se passe? Puis Melissa McCarthy, en plus, son personnage, le trouve pas beau pas en tout. Elle dit, Kevin, sérieux, tu trouves? T'es attiré par Kevin, ça me fait tellement rire, ça. Mais tu sais, Kevin, pour illustrer comment est-ce qu'il est con, tu sais, il y a même pas, il porte des lunettes, mais ils ont pas de verre. Parce que son explication, c'est que ses verres devenaient tout le temps sales puis qu'ils les ont enlevés. Comme ça, plus de raison de les laver. Comme ça, il peut s'essuyer les yeux, quelque chose genre, à travers ses lunettes. Ou ben, tu sais, qu'est-ce que tu allais dire? Non, je voulais juste dire, c'est la caricature et le revers masculin de la secrétaire blonde qui met du liquid paper dans l'écran de son ordinateur. Ben, exactement, c'est ça. T'sais. C'est extravagant puis épais de même. Tu sais, toute cette petite scène-là d'entrevue qu'ils font dans le bureau avec lui, où ce qu'ils lui demandent, tu sais, mettons, on t'a demandé d'arriver avec des logos, tu sais, pour notre entreprise, puis il sort des logos. Cette scène-là, c'est tellement drôle, je trouve. Ces 3 logos font tellement rire, là. Je les décrirais pas, mais ils sont tellement drôles, là. Le hot dog, là, la raison pourquoi le hot dog. Là, je ne veux pas le dire, parce que allez le voir, puis... c'est quand même un des bons, hein. Mais, en même temps, je comprends pas ceux qui puissent reprocher ça, parce que Chris Hemsworth le joue avec tellement de plaisir. Tu le vois qu'il s'amuse comme c'est pas possible dans ce personnage-là que, gars, c'est contagieux. Moi, j'avais du fun avec lui à le voir jouer de l'imbécile profond. Tu sais, il était déjà drôle dans Thor, mais pas drôle comme ça. Non, vraiment pas, là. Tu sais, Thor, il pouvait être imbécile un peu quand il arrivait sur Terre avec Natalie Portman, ça, puis il connaissait pas les coutumes des terriens, mais c'était pas aussi drôle que ça. Ça, j'ai lu quelque part que ça ressemblait plus à ce qu'il fait dans Vacation, mais j'ai pas vu Vacation. Oui, non, effectivement, j'ai pensé à Vacation aussi. OK. Fait que, tu sais, il est bon jouer les idiots sexy, tout ça, là, tu sais. Tu sais, elle demande, est-ce que t'as mis du sucre dans mon café? Puis lui, pour être certain, il va boire une gorgée de café, mais il leur crache parce qu'il aime pas le café. C'est comme, mais c'est sucré. Oh oui, j'ai mis du sucre. Hein. Puis Kristen Wiig, tu sais, Melissa McCarthy qui veut pas boire le sucre, le café, elle le met plus loin, puis Kristen Wiig qui commence à le boire, puis Melissa McCarthy qui gaspiller le café. Non, Melissa McCarthy qui l'arrête, je peux pas voir ça. Elle arrête, là. Vas-y, si tu veux continuer. Je vais continuer sur mon opinion, mais tout au long qu'on parle. Là, moi, je suis mélangé. Non, je voulais juste enchaîner en disant que je vais partager ton fun. Mais tu sais, moi, je voulais aimer ce film-là. Ouais. Je suis partie pour le voir, parce que dès que ça a été annoncé, c'est un film que j'avais envie de voir. Puis je décrirais pas la vague de commentaires négatifs qu'il y a eu sur Internet, mais moi, je me disais, non, regarde, avec l'équipe qui ont commande, c'est sûr que ce projet-là
va avoir des qualités, ou en tout cas, ce sera pas aussi mauvais que ceux qui ont décidé qu'ils aimeraient pas ça le disent, tu sais. Fait que moi, j'y allais dans un esprit vraiment comme, OK, moi, j'ai le coup d'avoir du fun. C'est Ghostbusters. Est-ce qu'on s'en serait plus foutu du film s'il n'y avait pas eu autant de... Tu sais, ils nous ont quasiment poussé à vouloir aimer ça, parce qu'on était contre l'opinion misogyne ou... Ben, je sais pas à quel point... tu sais, je trouve que dans la promo du film, il y a eu des moments où est-ce que leur tentative de nous faire aimer ça était quasiment un petit peu pathétique, là, quand ils sont allés à je sais plus trop quel talk show américain, puis qu'ils ont invité Bill Murray pour venir dire « Ah, comme, allez le voir, c'est bon, allez le voir, c'est bon. » Je veux dire, comment tous les vieux gars étaient là derrière les filles, littéralement debout derrière les filles, à Jimmy Fallon ou quelque chose comme ça. Et moi, je trouvais que ça faisait vraiment trop, là... patronizing, comme on dit chez toi. C'est trop comme des coachs avec une équipe de hockey. C'est comme, on est derrière vous, puis on... Non, c'est comme, on veut pas l'approbation des vieux, tu sais. Oui, on sait qu'ils sont déjà dans le film, ça, c'est en masse, là. On en parlera tout à l'heure des caméos, mais tu sais, ils sont là, c'est en masse. Pas besoin de venir des talk shows avec les filles. Les filles peuvent se défendre par elles-mêmes, tu sais. Ouais, puis ça, moi, ces tentatives de promo-là, les quelques-unes que j'ai vues, ça me tapait ses nerfs, puis tu sais, je trouvais ça un peu pathétique, là. Je m'excuse, Steven, je t'ai coupé la parole, je vais revenir dans 2 secondes avec ce que... Alors, retiens ta pensée, mais dans le fond, ce que je voulais dire il y a 2 secondes, c'est que est-ce que les haters, en disant tout ce qu'ils ont dit sur le net, nous ont pas poussé à vouloir aimer plus encore ce film-là à cause de leur haine, puis parce que nous autres, on est naturellement contre ce genre de trucs-là qui disaient, tu sais, les trucs misogynes ou les trucs, peu importe, là, qui disaient, tu sais, contre le film. Est-ce que... Mais dans le fond, on était déjà intéressés, comme tu dis. Oui, j'étais déjà intéressé en partant, puis tu sais, il y a du monde qui voyait la bande-annonce, puis qui déversait déjà leur fière sur la bande-annonce, puis j'étais pas d'accord. Je trouvais que la bande-annonce, ça avait pas l'air plus mauvaise que n'importe quelle bande-annonce. C'était pas pire que Pixel ou Ninja Turtle ou d'autres affaires de même, tu sais. Absolument pas. Je veux dire, je trouvais que ça avait l'air le fun. Ça me tentait sincèrement de le voir, puis c'est ça, j'ai abordé le film avec vraiment l'envie d'aller m'amuser, puis tu sais, de l'autre côté, de pas prendre le film pour plus que ce qu'il est, je veux dire. C'est Ghostbusters. C'est pour le fun, là. Je veux dire, faut pas s'attendre à une leçon de philosophie, à un cours de féminisme ou d'empowerment des filles ou d'une révolution dans le cinéma hollywoodien. C'est un reboot d'une franchise commerciale faite avec de l'humour, du fun, puis je veux dire, c'est quand même un film commercial pour faire de l'argent, non? Oui. Mais tu sais, on l'a pas encore vu, mais c'est pas Suffragette non plus. C'est pas un film comme ça qui raconte une histoire sur le féminisme, justement, qui peut être importante de manière politique ou... Ben non, je veux dire, c'est Ghostbusters. C'est ça. Donc, c'est comme ça que je l'abordais pour assister à mon premier visionnement. Je suis sûre que je vais le réécouter à un moment donné parce que je trouve que ça a vraiment un potentiel de réécoutabilité parce que j'ai le coup de revoir les jokes. Je suis sûre que j'en ai raté la moitié. Je veux dire, il y a plein d'humour, il y a plein de bons gags, il y a plein d'affaires visuelles que j'ai le goût de revoir. Mais moi, ce qui m'a le plus plu, c'est à quel point les personnages, comme c'est des filles, mais c'est des vrais geeks. T'sais, ils trippent sur leurs armes, sur la science, sur la technologie, sur l'histoire de New York. Tu sais, c'est Jean-François, tu le soulignais quand on a vu le film, mais je veux souligner une autre fois ton point, ils sexualisent pas les personnages féminins. Pas une seule fois les filles sont dans une tenue sexy, même qu'il y a une joke au début du film avec le directeur de l'université ou peu importe qui vient dire à Erin, c'est bon, blablabla sur ta permanence, tout ça, puis en sortant du bureau, il dit autre chose aussi à propos de votre tenue, puis tu sais, elle apporte un truc vraiment collet monté puis tout, puis pas sexy pantoute, puis elle dit ah ouais, c'est trop sexy. Tu sais, il voit qu'elle comprend pas, puis qu'il fait, bon, on en reparlera une autre fois, là, mais... Dans le fond, c'est juste parce que c'est laid puis c'est plate. Ouais, c'est ça. mais c'est ça, je trouve que c'est le fun de voir ces personnages féminins-là avec leurs forces, leurs faiblesses, mais un vrai intérêt pour la science puis la technologie. Elles font leurs armes puis leurs bidules elles-mêmes, c'est elles qui font leurs expériences. Je trouve ça vraiment cool. Puis c'est le fun de les voir comme travailler leur relation, c'est surtout les deux personnages principaux de Erin puis Abby, qui renouent leur ancienne amitié, puis tu sais, tu sens qu'il y a une profondeur, puis qu'ils partagent une histoire, mais c'est juste les filles ensemble travaillent en équipe, puis c'est parce qu'elles travaillent en équipe que ça marche. Fait que je trouve que ces aspects-là du scénario sont vraiment le fun. C'est pas un film parfait, je trouve qu'il y a comme 2-3 trucs dans l'histoire qui auraient mérité d'être mieux.
le méchant, je veux dire, tu sais, il fait sa job de méchant, il provoque l'arrivée d'une débauche de fantômes dans New York, mais c'est un méchant c'est un méchant en carton, là. Ouais, il est fâché contre la vie. Tu sais, il passera pas à l'histoire comme méchant, là. Tu sais, moi, je trouve que c'est pas une image aussi forte que Vigo. Puis tu sais, j'aime pas vraiment Gazer, mais tu sais, il y avait un look plus, tu sais, Rowan, il est plate un peu, hein. Ouais. Moi, j'ai trouvé que s'il y a une faiblesse dans le film, c'est le méchant. J'ai vraiment trouvé que le méchant était plate. Une fois que, ben, tu sais, est-ce qu'on va le dire, ce qui se passe à la fin? Mais une fois que ce qui arrive à la fin avec le méchant arrive, c'est plus intéressant, je trouve, tu sais. Ah, dans le fond, on veut quasiment le tasser, Rowan. Fait comme, OK, comme on veut que les Ghostbusters... Ou ce qui arrive avec le méchant, puis Chris Hemsworth, tout ça, je veux pas trop en révéler, mais là, ça devient intéressant à partir de là, je pense. Ouais. Parce que Chris Hemsworth est un meilleur acteur, anyway, que le gars qui fait le méchant, je pense. Ouais, c'est plus drôle de voir le personnage de Kevin être possédé. Spoiler un peu, mais en tout cas. Bon, on le voit dans la bande-annonce. Est-ce qu'on le voit posséder? On voit qu'il possède Melissa McCarthy, mais est-ce qu'on le voit posséder Kevin? Oui, okay. Tu le vois qui est là avec sa moto, puis qu'ensuite le fantôme va à l'intérieur de lui, puis les filles sont comme « Oh merde! » T'as raison, c'est vrai, ok, c'est beau, pas de spoiler d'abord. Mais en tout cas, c'est ça, Steven, toi... Oui, ça fait longtemps qu'on... c'est correct. On est tous déblatérés, puis on veut t'entendre. Mais pour revenir à ce que tu disais, par contre, sur... considéré comme la pire bande-annonce, je pense pire bande-annonce de l'année ou de l'histoire, une des pires de YouTube. Ok, l'histoire de YouTube. C'est comme, depuis quand que des tops ou des trucs de bande-annonce, je me rappelle pas qu'à chaque année, il y a un top des pires bandes-annonces. Pourquoi là, tout d'un coup, il y en a un? J'ai trouvé ça weird. C'est qu'une semaine avant que le film sorte, il est arrivé une chose en particulier, c'est que sur IMDb, t'as eu, genre le 11 juillet, le film sortait le 15, le 11 juillet, t'as eu un déferlement de critiques à 1 étoile sur IMDb, de gens qui avaient probablement pas vu le film. Il y en a peut-être quelques-uns là-dedans qui l'avaient vu en avant-première, parce qu'il y a eu des visionnements de presse, mais la plupart, c'était du monde qui l'avait pas vu, puis qui voulait absolument descendre le film sur IMDb. Puis leur gros argument, c'était que le film est le plus détesté sur YouTube, l'histoire de YouTube, le trailer est le plus détesté, donc c'est un mauvais film. Puis les critiques sont mauvaises, vous pouvez le voir ici sur IMDb, c'est toutes des 1 étoiles. Fait que, tu sais, c'est évident que c'est mauvais. C'est comme, ben oui, gros cave, c'est vous autres qui faites tout ça. Hein. Puis surtout qu'on se le cachera pas, IMDb, hein, c'est la référence en termes de critique. Là, wow. Comme si je vais prendre ça, comme si je vais donner de la crédibilité à ça. Tu sais. Ah, vraiment pas. C'est pas un argument de dire que le film, le trailer est le plus détesté de YouTube. Là. Pour être honnête, moi, toute la polémique qu'il y a eu puis la haine envers Ghostbusters, ça m'a pas donné plus envie de le voir parce que j'étais déjà intéressé à la base, parce que j'adore Paul Feig, j'aime le casting. Et je trouvais que ça pouvait être prometteur, moi. Ma question, en fait, tout à l'heure, puis je l'ai mal posée, c'était est-ce que ça nous a fait en sorte qu'on voulait plus l'aimer encore en rentrant dans le cinéma? Moi, non. Je gardais mes attentes juste intéressé. J'avais pas de grosses attentes, puis je voulais pas forcément plus l'aimer. Oui, j'avais peut-être envie de plus le défendre. J'espérais en quelque sorte vraiment l'aimer pour pouvoir le défendre, parce que je trouvais qu'il se faisait mettre à terre assez facilement par les gens sans pouvoir se défendre, puis ça me frustrait un petit peu. Je trouvais que le film avait aucune chance à ce moment-là. Je pense que c'est la même chose pour moi. Je pense que le bon mot, tu l'as, c'est défendre. C'est pas aimer tant que ça. On voulait rentrer en cinéma puis le défendre. Puis tu sais, je suis rentré en cinéma, j'ai voulu aimer La Légende de Tarzan. Finalement, je suis sorti de là, c'était idole. Fait que tu sais, je pense que je suis capable de dire, je me dis que si je l'avais détesté, je le dirais. Le monde me croiront peut-être pas en écoutant le podcast parce que ça paraît dans ma voix, je pense depuis longtemps que j'ai envie d'aimer le film, mais tu sais. Ouais. Mais vas-y, continue. OK. Ben, sans plus attendre, moi, je vais tout de suite y aller avec la phrase qui me vient en tête un coup que je suis sorti de Ghostbusters, c'est « J'ai passé un très bon moment sur le coup, mais sans plus. » OK. Et ça, je trouve ça un petit peu plate dans un sens, parce que j'aurais peut-être aimé ça un peu plus que sans plus. Parce que, honnêtement, j'ai eu beaucoup de fun avec ce groupe-là, puis je pense qu'une des forces de ce nouveau Ghostbuster-là, c'est la chimie entre les filles qui semble être une gang d'amis depuis toujours. La relation entre Melissa McCarthy et Kristen Wiig est excellente. Tu sens vraiment qu'il y a une certaine profondeur à ces personnages-là qui se connaissent depuis longtemps, puis il y a vraiment de quoi qui vient tout de suite nous chercher dès leur première scène avec eux dans le labo. Premièrement, première scène mémorable, parce que
elle inclut le petit livreur de... Ah oui, on n'a pas parlé encore. Le petit livreur de chinois qui arrive avec sa soupe wonton, mais qui a une wonton. Puis c'est un running gag qui revient souvent dans le film. Moi, je trouvais ça hilarant. C'est comme... C'est ça que j'aime de Paul Feig. Il va t'arriver avec un petit truc anodin, tu sais, comme dans Spy. Les rats, les chauves-souris, les animaux. Mais c'est la même affaire ici, mais avec la soupe wonton, la soupe aux crevettes, il y a une crevette. Puis c'est le petit chauffeur de taxi de Deadpool, le petit indien, il était tellement drôle. À un moment donné, pour se faire pardonner, il arrive avec une soupe wonton, mais il y a même plus de bouillon. Il y a comme 50 wontons dans ça. Ben, comme, ben là... Je voudrais un montant raisonnable un rapport raisonnable de bouillon puis de wonton. C'est tout ce que je demande, tu sais. C'est ça, j'aimais déjà la relation entre ces deux filles-là. Mais vraiment, là, on se le cachera pas. Kate McKinnon, elle vole le film. Son personnage vole le film. Dès la première scène avec elle, son côté très hyperactif. J'étais, OK, ça va être comme ça comme personnage. Mais à un moment donné, elle est plus vraiment hyperactif. Elle est d'autres choses. Puis on dirait que son personnage est bipolaire, mais pas entre le bonheur et la tristesse. Elle est bipolaire entre l'énervement, la danse, les moments what the fuck. Chez vraiment... mère, comment est-ce qu'elle s'installe sur sa chaise dans le comment elle s'installe sur sa chaise? Les expressions faciales qu'elle fait, des fois, elle est imprévisible. Son personnage est imprévisible et rafraîchissant. Vraiment, ça, c'est une grosse force du film. Mais ce qui m'a un peu, en fait... qui me laisse un peu perplexe, c'est que je m'attendais vraiment quand même à beaucoup que ça soit du Paul Feig, son cinéma, et je trouve que c'est du Paul Feig édulcoré pour grand public. J'ai l'impression qu'il est un peu paralysé par le fait que c'est une grosse production familiale. Tu vois que Sony ont misé sur le fait que les parents puissent venir avec leurs enfants. Et tu sais, on avait parlé, je pense, dans le time-out, le dernier time-out, justement, que j'avais peur que le petit côté croustillant de l'humour de Paul Feig qu'on retrouve dans The Heat puis Spy, on l'ait pas dans Ghostbusters, puis justement, tu sais, on l'a pas, puis ça me manque un petit peu, parce que j'ai l'impression que son humour est pas complète. Par moments, oui, tu sais, comme on vient de dire, la soupe wonton, il y a des dialogues que c'est purement du Paul Feig, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il va pas plus loin que qu'est-ce qu'il pourrait aller, puis ça m'agaçait un petit peu. Je trouvais que le potentiel était plus ou moins exploité. Puis quand tu dis plus loin, c'est-tu juste les jokes genre de vomi ou de caca ou de Bridesmaid ou de Spy ou de trucs comme ça, ou ben c'est plus que ça encore ou Ben plus que ça encore, je m'attendais pas à ce que ça soit sanglant honnêtement Ghostbusters, mais des trucs imprévisibles qui sont quand même assez... tu sais, je veux dire, dans Heat, la scène du restaurant, par exemple, être le gars qui est en train de faire une crise ou qui est plus capable de respirer, ou dans Spy, la scène du couteau puis le vomi, tu sais, des trucs de même qui... Comme je te dis, je m'attendais pas forcément à voir ça dans Ghostbusters, mais c'est le petit côté croustillant et prévisible de Paul Feig que j'aimais dans celui-là, qui est pas présent dans Ghostbusters. Je pense qu'il essaie d'être fidèle à l'original, dans le sens où il n'y a pas de sang dans l'original. Puis... Ben non, en même temps, c'est correct, puis je crois que veut pas, il s'est adapté à ça. Je crois juste c'est peut-être juste un avis personnel de ma part. Que non, mais c'est pas invalide, c'est pas... Je dis pas ça. Et en même temps, ce qui m'a aussi bloqué, c'est que en dehors de tout ce qui est clin d'œil, hommage... Il y a des moments où que je pensais plus à Ghostbusters. Je pensais plus aux originaux. J'étais comme, je suis devant un nouveau film de fantômes avec des filles. C'est différent. L'univers proposé est différent. Le look des fantômes, moi, j'adore. C'est complètement à l'opposé de Ghostbusters. C'est coloré. Ils sont vraiment variés. Ils ont vraiment des styles particuliers chacun. On peut facilement les identifier. Et leur gadget est complètement over the top, mais j'aimais ça. À chaque fois qu'on découvrait un nouveau gadget, j'adorais ça aussi. Mais dès que le film essayait de revenir dans la patte de on va faire hommage, on veut pareil rester proche de Ghostbusters puis pas s'en détacher, je décrochais puis ça me frustrait un petit peu par moment. Exemple, moi j'aurais mis aucun caméo dans ce film-là. Tous les caméos dans Ghostbusters sont plates, sont injustifiés. Et ils ont même pas l'air de vouloir être là. Bill Murray, là, honnêtement, là, sa scène dans le bureau, c'est une des pires scènes du film. J'ai vraiment pas ri, j'ai pas aimé ça. Puis c'est con parce que Bill Murray, exemple, nous a offert son meilleur caméo à vie dans Zombieland. Oui.
Puis même dans Zombieland, il y avait plus de fun à faire Ghostbusters que faire son apparition dans Ghostbusters. Moi, c'est juste mon opinion personnelle, mais je comprends pas pourquoi les gens veulent continuer de voir Bill Murray dans des films. Ça fait à peu près 15 ans que ça ne tente plus de faire des films, on dirait. Non! T'sais, dans Lost in Translation, il avait l'air de s'emmerder. Dans tous ces films, il avait l'air de s'emmerder, à part Zombieland. Selon moi, en tout cas. Dès Ghostbusters 2, il voulait plus. Je veux dire, il voulait plus rien savoir de cette série-là. Fait que, en revenant là juste pour faire un petit coucou, c'est clairement forcé. Puis c'est sûr qu'il s'est dit, bon, OK, on fait pas le 3e film, je vais au moins apparaître dans le nouveau. Mais moi, les petits caméos m'ont pas trop dérangé parce que moi, ils me faisaient sourire. Puis tu sais, j'entendais du monde dans la salle qui souriait à chaque fois. Tu sais, Dan Aykroyd, tu sais, Sigourney Weaver, Ernie Hudson, tu sais. J'étais comme, ça passe en 2 secondes, 30 secondes, tu sais, c'est pas... Ouais, ça passe, mais en même temps, moi, ça me faisait décrocher parce que, comme je te disais, entre ces scènes-là, j'arrivais à m'incruster dans le nouvel univers que propose Paul Feig, puis je pensais plus forcément à Ghostbusters. Ouais, je comprends ton point de vue. Puis c'est ces petits détails-là. Tu sais, comme le générique d'intro commence à être la vieille chanson. Oui. Puis j'étais comme... C'est bizarre. Tant qu'à faire, assumez votre nouvelle chanson que vous mettez en milieu du film. Puis honnêtement, la première fois que j'ai entendu la chanson, tout le monde le détestait, là, évidemment, parce que c'est la nouvelle chanson de Ghostbusters. Je l'ai trouvé pas si pire, moi, je l'ai apprécié. Puis dans le film, dans le contexte, je l'ai encore plus apprécié, puis j'étais comme... C'est une bien meilleure chanson que la maudite version rap de Ghostbusters 2 Nannies au bout. Tu sais, les gens chialent contre cette chanson-là. Hey, retournez écouter celle-là, puis venez me dire que c'est bon, là. Hein? Ouais. Sérieusement, j'ai bien de la misère. Mais c'est pas une critique d'eux autres, mais tu sais, il y en a qui l'aiment parce que tu écoutes le dernier podcast sur la gauche qui ont fait leur épisode sur les 2 premiers films, mais ils ont mis en fin d'épisode la tune de Run DMC, le rap, tu sais. Oui, je sais. Oui. Il y en a qui l'aiment. Moi, je l'aime pas non plus, puis il y en a qui l'aiment, tu sais. Mais je trouve que Steven, c'est intéressant ton point sur les caméos parce que, tu sais, ils ont essayé de faire du fan service. Puis, dans le fond, ceux qui avaient vraiment le goût de voir le film, ils n'avaient pas besoin de ça. Puis, les fans qui ont, excusez mon expression, chié sur le film, ça les a pas rendus plus contents. Non! Et je pense pas que ça a servi à grand-chose, les caméos. Ils feront pas avancer l'histoire. Les haters, ils haïssent ça pareil. Puis ceux qui ont vraiment du fun avec Ghostbusters 2016, pas nécessairement besoin de voir ça. Ils s'en foutent. Là, moi, je m'en foutais. Je voulais pas les voir, Bill Murray. J'ai pas fait du coup d'une apparition de Bill Murray. J'étais comme, OK, fine. Non, après... non, le seul que j'ai trouvé le fun, moi, c'est le buste. Ouais, ben c'est oui. d'Harold Ramis. Oui. Parce que, tu sais... Oui. Tu l'as remarqué, oui. Oui, je l'ai remarqué, oui. Tu sais, parce que, bon, c'est vraiment juste un élément. Tu le vois juste assez pour savoir que c'est Harold Ramis. Puis c'est juste un petit, comme on dit, tipping of the hat pour quelqu'un qui a travaillé pour créer l'original. Puis c'est aussi le seul qui est mort. Puis celui sans lequel Ghostbusters, comme c'était quasiment impossible que ça se fasse, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était gentil, c'était pas déplacé, puis ça vient pas comme encombré de quelque chose qui fait pas avancer l'intrigue, c'est juste là. Fait que dans le fond, ben, tu sais, je suis d'accord avec vous deux, puis je pense que, je suis d'accord dans le sens où, tu sais, moi, ils m'ont pas dérangé dans le film. Moi, ça m'a pas fait décrocher. Mm-hmm. Mais tu les enlèves, puis ça me dérange pas. Je vais être dans un bon film pareil, que je vais avoir du fun, puis les caméos sont pas là. Tu me gardes juste le bus d'Harold Ramis, moi, je vais être heureux avec ça. Puis tu sais, le rôle de Bill Murray, il aurait pu le donner à quelqu'un de l'écurie de Paul Feig, genre, il aurait pu le donner à une femme, il aurait pu le donner à Rose Byrne, qui est dans Bridesmaid, puis dans Spy, qui aurait pu jouer ce rôle-là de femme docteur qui croit pas, ou au pire, t'enlèves les gars, tu donnes ça à Sigourney Weaver, ça aurait pu être le fun aussi qu'elle joue ce rôle-là, tu sais. Mais encore là, ça aurait été, ce que tu dis, ça aurait juste ramené à Ghostbusters les originaux, là, mais tu donnes ça à quelqu'un d'autre, tu donnes ça à Jason Statham. C'est un casting qui sort de l'ordinaire, comme il a l'habitude de nous amener un acteur comme Jason Statham dans Spy qui joue quelque chose qui... Hilarant, là. Ouais. Mais pour continuer avec les défauts, parce que je suis parti dans les défauts, je préfère m'en débarrasser tout de suite, parce que j'ai quand même du positif à dire sur Ghostbusters. J'en ai aussi tout à l'heure, j'y pense pendant que tu parles, mais vas-y. OK. Ce qui m'a aussi beaucoup dérangé, qui m'a dérangé en tant que tel, c'est que le film a un rythme soutenu. Honnêtement, les 1h56, j'ai pas vu le temps passer une seconde, pour être honnête. Et le film enchaîne les chasses assez rapidement. Mais j'aurais voulu que les personnages soient plus approfondis, qu'il y ait plus de profondeur. Je pense qu'on a pratiquement aucun moment intime avec eux. J'aurais aimé ça, tu sais, qu'ils soient vraiment juste, des fois, juste 2 dans une pièce ou 3, ou même toute la gang
à une place, puis on apprend à mieux les connaître, tu sais, comment ils se sont connus. Une scène comme ça avec Kristen Wiig où elle raconte son histoire de jeunesse. Tu sais. Oui, c'est la seule, puis j'ai beaucoup apprécié cette scène-là, mais c'est la seule qu'il y a malheureusement, puis je trouve que c'est ça qui manque dans le film pour qu'on aime encore plus ces personnages-là, même si on aime déjà leur chimie, tout est là, mais il manque de viande dans leurs personnages, tandis que, tu sais, tout à l'heure, tu disais, je trouve que les personnages sont meilleurs, que le scénario est mieux écrit, pis ces choses-là. Je suis pas d'accord. Je trouve que dans l'original Ghostbusters, les personnages sont quand même plus approfondis. Ils ont plus de viande dans la tour de l'os. Et le scénario aussi, je trouve qu'il y a plus de choses à raconter. Et il nous explique plus de choses en détail, comment ça fonctionne. Puis, tu sais, ils ont essayé de le faire avec ceux-là, exemple, tu sais, qui n'ont pas juste le droit de sortir avec leur truc illégal nucléaire, puis tu sais, ils se font accoster par le maire, la police, tout ça. Mais ici, c'est plus fait un peu de manière parodique, puis plus ou moins sérieuse, tandis que l'original, c'est quand même abordé de manière sérieuse. Je sais pas, le scénario apporte plus de petits détails intéressants dans le premier, et la quête principale du premier, je la trouve plus intéressante dans le sens que tout ce qui arrive avec Sigourney Weaver dans son appartement, le maître des clés, tu sais, je sais pas, l'intrigue est plus peaufinée, il y a plus de trucs. Là, on a juste un petit nerd plate qui se promène avec ses petites bobombes, qui met un peu partout pour attirer les fantômes. C'est comme, on m'a trop écœuré dans ma jeunesse, je veux me venger. Je trouve ça vraiment pauvre. Puis ils se sont vraiment pas forcés pour le méchant. Comme tu dis, évidemment, un coup que c'est Kevin qui se fait posséder, la donne à chance, c'est plus le fun. À un moment donné, je pensais qu'elle allait avoir un numéro musical. À la fin, j'étais comme, sérieux, s'il y a un musical à la fin, je capote. Mais il y en avait un. Oui, il y en a un dans le générique finalement. Non, mais il y en avait un dans la scène en tant que telle, parce qu'ils l'ont coupé puis ils l'ont mis dans le générique. Il y avait des articles qui sont sortis il y a une semaine ou deux qui disaient que ça a coûté 7 millions à Paul Feig de l'enlever parce que ça ralentissait le film. Toute la scène qu'on voit dans le générique de fin était là dans le film. Il aurait pas dû. Il aurait dû laisser cette scène-là parce que j'attends. Je trouve que ça couperait le rythme du film, mais tu sais, moi j'aimerais ça voir dans l'ensemble une version longue du film. Fait que tu sais, je la mettrais dedans pareil, tu sais. Mais c'est plate, j'étais préparé. Je veux dire, dès que j'ai vu tout le monde en bas qui mettent leurs bras vers le haut, je suis comme, OK, ça y est, il va... Ça. Le problème, c'est que ça fait plus de sens, vraiment, tu sais. Ben non, ça l'arrive pas. On va juste prendre une pause un peu de disco, puis c'est comme, c'est tout... C'est pourquoi il fait ça, tu sais. Mais il y a des moments comme ça où le montage paraît. Oui. Tu sais, après qu'ils rencontrent le maire, puis qu'ils jasent, puis là, tu sais, quand ils émettent leur théorie sur qu'est-ce qui se passe, il y a trop vite en maudit, leur théorie. L'affaire, c'est qu'ils n'ont jamais parlé entre eux autres. T'sais, ils arrivent au maire et disent, on pense qu'il y a un gars qui met des dispositifs partout dans la ville pour faire sortir des fantômes, tout. Puis là, tout est là en tant que spectateur. Mais c'est la première fois que vous parlez de ça, tu sais. On ne vous a pas vu parler de ça entre vous autres, tu sais. Ils disent ça au maire. Puis là, le maire, il dit, là, vous allez arrêter vos affaires, puis tout, puis on va s'en occuper, nous autres. Puis tu sais, il n'y a pas de résolution à la scène. Il n'y a pas personne qui arrive à une conclusion, une décision. Puis tout de suite, la scène d'après, la coupure d'après, c'est les 4 filles dans l'allée, dans la ruelle, qui essayent des armes, tu sais. Ouais, c'est très brusque, ce moment-là. Puis ils sont comme, il a dit qu'on pouvait continuer, fait qu'on va continuer. Puis j'étais comme, OK. Mais tu sais, le montage original de Paul Feig faisait 3h30. Ah, pour vrai? Ça, je l'ignorais. Ouais, il l'a dit en entrevue, je l'ai entendu dire, puis 3h30. Il dit, ses monteurs à lui, parce que c'est pas lui qui a fait le premier montage, ses monteurs à lui a fait une version de 4h15. Lui, il a ramené ça à 3h30. Puis là, pour la sortie cinéma, il fallait qu'il ramène ça en bas de 2 heures. Fait qu'il il a coupé 1h30 de matériel. Il dit que sur le Blu-ray, il va y avoir 15 minutes de plus au film, donc il va durer 2h15 à peu près. Puis il va y avoir des deleted scenes aussi dans les bonus, là, tu sais. OK. Peut-être ce que je reproche en termes de développement de personnages va être plus présent, ça l'expliquerait peut-être des choses. Ça pourrait aider, je pense. Tu sais, un petit 15 minutes, je dirais pas non, honnêtement. Oui, puis le personnage de Patty, je veux dire, OK, elle travaille dans le métro, elle connaît New York, elle joint à l'équipe, mais je veux dire, c'est qui elle? On sait qu'elle a un oncle qui est entrepreneur de pompes funèbres puis elle est capable d'avoir un char, puis OK, tu sais, elle est cool, puis elle se bat, puis elle connaît New York, puis sa connaissance de New York est utile, mais comment ça se fait qu'elle connaît New York comme ça? Je veux dire... c'est juste quelqu'un qui a passé vraiment beaucoup de temps à la bibliothèque ou c'est une historienne drop-out qui a pas fini sa maîtrise? Puis ça a pris du temps avant que je finisse par l'accepter, ce personnage-là, contrairement à les autres. Je trouve que la manière qu'elle s'intègre au groupe, c'est moins naturel que les autres. Puis j'ai eu de la misère à m'attacher avec ce personnage-là. Je sais pas, c'est peut-être dans la manière qui est écrite, jouée, mais ça m'a vraiment pris
je dirais un bon une demi-heure avant que je finisse par me dire, OK, elle fait partie du groupe, elle est cool, puis la chimie fonctionne. Je sais pas, il y a de quoi qui me gossait. C'est ça que j'avoue que ça fait moins naturel que Winston qui se fait engager. Juste simplement, tu sais, qui vient pour postuler pour un job puis qu'il l'a. Mais je reviens 2 secondes sur ce que tu as dit tantôt, puis je veux pas t'ostiner, là, tu sais, on n'est pas là. On est là si pour tu en veux t'ostiner, go, on est là pour débattre, c'est je le fun. les connais pas tellement plus, les personnages de Ray et Peter dans le premier film, tu sais, ils sont pas mieux approfondis tant que ça, je trouve. Tu sais, vois se parler un peu, mais tu connais pas rien de leur passé tant que ça non plus. Je trouve que Abby puis Erin ont plus un passé, en tout cas selon moi, là. Ils ont l'air, il semble y avoir un passé, mais c'est plus ou moins abordé. J'aurais voulu peut-être plus en savoir, justement. Je dis pas que le premier Ghostbuster, c'est du grand développement de personnages, puis qu'on sait tout de leur vie de A à Z, mais j'ai l'impression qu'il y a, entre les chasses de fantômes, on a des moments plus proches avec eux que qu'est-ce que j'ai eu avec le Ghostbuster qu'on a eu là. On dirait que c'est peut-être le montage de Paul Feig, vu que son film durait plus longtemps, enchaîne trop rapidement les chasses de fantômes, c'est chasse après chasse, puis je comprends. En même temps, tu sais, un public d'aujourd'hui veut le plus de rythme possible souvent, puis je chiale qu'entre-temps, c'est plate sinon, mais je sais pas, ça m'avait un peu achalé dans le film. Puis tu sais, j'avais parlé des caméos tout à l'heure, là, juste pour revenir encore là-dessus, mais Slimer, là, c'est ça son nom, Slimer? Slimer, là, je l'aurais vraiment pas ramené. Encore là, tu vois que c'est forcé, puis il sert pas à grand-chose, puis je trouve pas qu'il fit T'as dans pas aimé la Madame Slimer? Non, honnêtement, non. C'est comme la Madame Patate. Comme une Madame Patate, mais non, j'ai pas aimé ça. Je trouvais qu'il fitait pas dans le nouvel univers de Paul Feig, le design des autres fantômes. J'étais comme, non, il y a pas d'affaire là. C'est Patty qui dit, what the hell is that? C'est quoi cette affaire-là? Les autres, on peut comprendre, mais ça, c'est quoi ça? Mais je l'ai, ouais, tu sais, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus parce que moi, j'ai pas détesté les caméos. Fait que, moi, c'était comme juste des petits clins d'œil de fun. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, je l'accepte, mais les fantômes, tu parles des scènes de fantômes, je voudrais qu'on en parle un peu. Mm-hmm. Ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est que les scènes de fantômes, en général, sont épeurantes. Parce qu'on a plusieurs qui sont faites de manière comme des films d'horreur. Un peu le début, je trouve que c'est plus stressant encore que la scène de la bibliothécaire du premier. Dans la maison, puis après ça, quand on la revoit après ça, puis tu sais, moi j'ai fait des sauts, les 2 fois j'ai fait un saut, là, tu sais. C'est peut-être à cause du son, peut-être qu'ils mettent ça trop fort puis tout, mais j'ai fait un saut. Puis les mannequins possédés aussi, j'ai trouvé ça très creepy dans le sous-sol durant le concert de rock. Très drôle aussi, hein. Elle rouvre la pièce, puis là, elle voit juste les mannequins, puis elle est comme, oh non, je rentre pas là, moi. C'est ça, tu sais. Puis elle se fait comme le mannequin qui marche derrière elle, puis il s'arrête quand elle se retourne, puis t'étais-tu là, toi, avant? Puis, mais tu sais, il y a beaucoup de monde dans les 2 salles que je l'ai vu qui avaient l'air un peu malaisés en voyant cette scène-là. C'était comme, oh non, tu sais, pas envie de voir un mannequin qui court, tu sais, c'était peurant un peu. Mais en même temps, c'est ça, le premier Ghostbuster, tu sais, ça alternait entre comédie et horreur. Fait que je trouve ça bien que Paul Feig ait réussi, mais qu'il ait voulu, aussi faire ça avec, tu sais, la scène d'intro, là, avant que le titre de Ghostbuster embarque. Oui, c'est quand même très léger, mais c'est quand même de l'horreur qui a fait peur à des jeunes qui étaient dans la salle avec moi. J'ai vu 2 petites filles avec leur père, puis la scène d'intro semble les avoir terrifiés quand même. C'est pas pire, là. Je trouve. Puis moi, j'amènerais pas des jeunes enfants, ce film-là, là. C'est quand même une bonne façon, je crois, d'introduire tes enfants. Oui, il y a des moments quand même assez je dirais pas terrifiant, mais assez stressant, mais je crois que c'est quand même fait pour plaire à des enfants en tant que tel. Parce que le gars dans le métro, il est pas reposant non plus, là. Il est pas... Non, ouais. Avec ses yeux pis tout, puis sa face, puis je sais pas, il y a quelque chose de vraiment stressant, je trouve, pour les enfants. C'est sûr que, bon, on parle, puis moi, j'ai vu le Loup-garou de Londres quand j'avais 5 ans, à peu près 5-6 ans, fait que, qui suis-je pour parler? J'en ai vu des films d'horreur quand j'étais jeune, puis... Mais... ça, j'aime ça. Puis je veux parler à 3D 2 secondes pour ceux qui l'ont pas vu encore puis qui hésitent. Comme tu disais tout à l'heure, je vante pas jamais les films en 3D. J'aime pas ça. La dernière fois, tu sais, quand j'ai vu Man of Steel, je n'ai déjà parlé souvent, mais quand j'ai vu Man of Steel en 3D, j'ai fait fuck off. Je veux plus jamais voir de film en 3D. Ça sert à rien. C'est mauvais puis tout. Puis ce film-là, je voulais le voir. Puis tu sais, on venait de rouler 10 heures pour aller au Saguenay, 10-11 heures, puis c'était un jeudi soir à 10 heures qui passait le 14 juillet, la journée avant qu'il sorte, c'était en avant-première.
Puis je le voyais en français puis en 3D, j'étais comme fuck, j'ai pas envie de voir en 3D, puis j'ai pas envie de le voir en français, mais c'est la seule manière que je peux le voir pour l'instant, puis je veux le voir, puis je veux l'encourager durant son premier week-end. Fait que j'ai été le voir. Puis par après, j'ai lu des affaires sur la 3D. Fait que ce qu'ils ont fait avec la 3D, c'est quand tu vois un film au cinéma, j'ai tout le temps d'habitude, le film est peu importe dans quel format qu'il est, ils vont ajuster le rideau parce que l'écran fait tout le mur au complet dans le fond. Fait qu'ils vont ajuster le rideau pour aller avec le frame du film. C'est un film en letterbox, en 2.35 ou en 1.85, peu importe le format, ils vont ajuster le rideau pour cacher les zones de l'écran qui servent pas. Tandis que dans celui-là, ben, il laisse le rideau ouvert. Le film est en letterbox. Il est vraiment sur le large, en très large. Puis, les effets 3D, certains effets 3D sortent du cadre. Puis ils vont sur le reste de l'écran. Comme les faisceaux des proton packs qui sortent. Il y a des fantômes qui sortent un peu de l'écran. Fait que, tout le film est contenu dans son écran, sauf quelques petits éléments des fois qui sortent. Fait que ça accentue encore l'effet 3D. En plus d'avoir les effets qui viennent vers toi, t'as des effets qui sortent de l'écran, puis ça marche vraiment, qui sortent du cadre, je veux dire, tu sais. OK. Puis ça marche au bout, là, tu sais. Puis je sais ce que devrait être la 3D, en fait. Oui. C'est supposé être ça. Puis je sais qu'il y a 2-3 autres films avant qui ont fait ça. J'ai vu des articles qui les mentionnaient. Mais c'est ça, Paul Feig s'est fait montrer ça par ses techniciens d'effets spéciaux, puis il a fait « Wow, c'est vraiment cool ». Ben, puis lui, il en a mis, il a exagéré un peu, il a mis le paquet. Même comme un moment donné, quand... le personnage de Leslie Jones est en train de donner des claques d'en face à Melissa McCarthy parce qu'elle s'est fait posséder. Son collier sort du cadre. Puis ça, je l'ai remarqué la deuxième fois que je l'ai vu. Il y a des trucs comme ça. Tu sais, lui, il s'est amusé Paul Feig à faire sortir beaucoup d'affaires du cadre. Puis ça marche. Là. Je trouve que les effets spéciaux, tous les fantômes qui viennent vers toi, même la première quand elle crache de la slime, ça t'arrive d'en face. Puis tu sais, c'est tellement bien fait, c'est tellement beau. Puis les effets spéciaux... Désolé pour ceux qui pensent que c'est des effets spéciaux à la Scooby-Doo, tout ça. Moi, je trouve que ils sont vraiment très beaux puis ils sont un gros upgrade sur l'original parce que je m'excuse, mais le gros chien maléfique qui court dans les rues de la ville, dans le premier, c'est vraiment laid, là. C'est du stop motion, mais du sous Ray Harryhausen, tu sais, c'est vraiment mauvais, je trouve. Puis, le design, il est cool. Ouais, mais tu sais, au pire, il aurait pu le reprendre dans celui-là. Je sais que t'aurais pas aimé ça, mais il aurait pu le reprendre. Non, je veux pas qu'il reprenne. Ben, il va peut-être être, je dirais rien, mais t'es-tu resté jusqu'à la toute fin du générique? Non. Ah, il y a une petite scène à la toute fin du générique. On en reparlera tout à l'heure. Petite section spoiler rapide tout à l'heure. Mais c'est ça, moi, en gros, j'ai vraiment trippé ces effets spéciaux comme si j'étais un enfant de 5 ans, là. J'étais comme, waouh, c'est génial, c'est plein de couleurs, pis c'est le fun, puis les fantômes sont beaux, les gros ballons à la fin de la parade de ballons qui arrivent. Oui, j'ai adoré ça. Encore un autre caméo que t'as sûrement pas aimé, là, mais... Non, mais j'ai pas tout détesté. Sur le coup, c'est comme, ok, cool, mais... Oh, c'est encore un autre clin d'œil à l'original. Ben, c'est ça. C'est comme... Au moins, ils ont pas... C'était pas lui le méchant, t'sais. Ils ont pas refait ce bonhomme-là qui se promène dans les rues puis qui vient attaquer tout le monde. Là, c'est juste une petite apparition rapide, t'sais. Puis, ce que j'ai aimé, puis c'est niaiseux, mais j'ai aimé que... Moi, j'ai accepté tout de suite le fait que le méchant... Puis encore là, c'est un spoiler, là. Écoutez pas les 5 prochaines minutes, peut-être. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais écoutez pas ce petit segment-là. Mais le méchant va devenir le logo de Ghostbusters. Puis ça m'a plu. J'aimais ça que le méchant devienne le fantôme du logo. T'sais, le fantôme du logo, on le voyait jamais dans les films. Puis je sais bien que c'était juste pour représenter un fantôme, quelconque. C'est juste pour dire, on est contre les fantômes. Mais j'aime ça qu'ils prennent ce logo-là, puis que ça devienne lui, le gros méchant. Puis il est quand même bien fait, puis tout. Puis quand il se promène dans la ville, tu sais, je vois bien que c'est du CGI, mais je me demande si c'est pas un petit peu costume, mais je suis pas sûr, tu sais. Mais je le trouve beau, puis j'ai accroché à cette idée-là, tu sais, que ce soit lui qui attaque. Puis tiens, là, je parle pas de toutes les autres qui attaquent, les genres de pèlerins qui attaquent. C'est une armée. Tout, puis l'armée, puis justement, le Holtzman avec ses guns de rayons, puis tout, puis... Ah, moi, c'est une orgie d'effets spéciaux à la fin, mais je les trouve le fun, tu sais. Oui. Non, je parle beaucoup, là, mais... J'ai rien à dire, puis, tu sais... Est-ce que la 3D a fonctionné pour toi? Moi, elle a fonctionné. La 3D a super fonctionné, puis, tu sais, je trouve que c'est des fantômes pour toute la famille. Fait que, tu sais, comme tu disais, ils sont colorés, ils sont le fun, tu vois clairement que, tu sais, ils sont faits pour pas avoir l'air réaliste, puis tu sais, si on est pour faire de la 3D puis du CGI, ben tu sais, je trouve que fait comme ça, c'est super le fun. Puis tu sais, il y a toutes sortes de films qui sortent avec vraiment beaucoup d'effets spéciaux qui font en sorte que tu sais que les acteurs sont en avant d'un écran vert. Puis là, tu sais, c'est Ghostbusters, c'est clair que c'est des effets spéciaux, ça essaye pas de pas être des effets spéciaux.
mais t'as pas l'impression d'écran vert. C'est mieux mélangé que, mettons, dans Indépendance des deux, comme tu allais voir, qu'il y avait beaucoup d'écrans verts. Là, c'est mieux, ça se mélange mieux aux humains. Est-ce que ça paraissait bien en 2D en film normal? Personnellement, oui. Je trouvais que c'était bien dosé. C'est ça qu'il faut savoir. Puis c'est ça que Guillermo del Toro avait dit durant le documentaire au Fantasia. Il disait que le CGI, c'est pas une mauvaise chose, puis les effets pratiques puis les CGI ont juste besoin de s'unir. Tu sais, maintenant, en 2016, tu peux pas forcément avoir un sans voir l'autre, mais il faut arriver à les mélanger les deux de manière bien dosée, à trouver le bon mélange. La méthode de Jurassic Park, le premier. La méthode de Jurassic Park, c'est le meilleur exemple. Puis, tu sais, oui, dans Ghostbusters, il n'y a pas vraiment beaucoup d'effets pratiques, mais il n'y a pas une surdose de CGI comme peut l'être Independence Day, justement, qu'au point tu ne sais plus où regarder. Oui, à la fin, on a peut-être une assez grosse évasion de fantômes qu'à un moment donné, tu ne sais plus où regarder tellement qu'il y en a. Mais à un moment donné, ça se reconcentre à une place en particulier. Puis, tu sais, c'est quand même... Il y a une bonne dose de CGI, comment c'est placé dans le film. Je trouve que c'est bien fait. Puis c'est même pas quand l'écran est rempli d'effets spéciaux, comme, mettons, quand Kristen Wiig se retrouve dans le gros couloir... mettons, surnaturel où il faut qu'elle sauve Melissa McCarthy. Mm-hmm. C'est quand même relativement bien fait, je pense. Là. C'est pas... ça jure pas trop, là. C'est peut-être la seule scène qui m'a peut-être laissé un petit peu perplexe à ce moment-là. Je trouvais ça un peu gros, puis... Ouais, elle se retrouve quasiment dans une autre dimension. C'est quasiment l'enfer, mais la scène en termes d'effets, je la trouvais moyen. Je pensais un peu au Seigneur des Anneaux avec... avec pas Dumbledore, mais... Gandalf, quand il tombe dans l'enfer avec la créature, ça me faisait penser à ça. Là. C'est vrai. Mais j'ai l'impression que je fais juste dire des défauts, là, mais excusez-moi. Comme je dis, j'ai des qualités, mais je repense à une autre affaire aussi. Tu l'as mentionné, tu sais, le premier film, il y a plein de scènes iconiques puis de trucs qui ont marqué. Et je trouve que c'est ça qui manque aussi à ce Ghostbuster-là. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de scènes iconiques ou de fantômes iconiques. Ils sont cool. Les scènes sont le fun. Mais il n'y en a pas une en particulier qui m'a vraiment marqué l'esprit. Je suis sorti du film et quand je pensais au film dans la globalité, il fallait que je me force un peu pour retrouver des blagues, retrouver des scènes que j'aimais parce que je trouvais que justement ça manque peut-être de scènes... anthologique, en guillemets, qu'on pourrait dire, de moments de gloire. Quoique, à la fin, je crois qu'on a quand même... la fin est super fun, puis comme tu disais, lorsque le personnage de Kate Middleton commence à sortir ses guns de manière badass, avec un gros ralenti avec le thème de Ghostbusters, j'ai pratiquement eu la chair de poule. J'ai vraiment trouvé ça hot. Oh, je pense que c'est elle qui va devenir iconique. Tu sais, les enfants qui vont vouloir se déguiser en Ghostbusters, là. C'est elles qui vont choisir. Ils ont déjà commencé à vendre des perruques. Avec ses lunettes, puis tout, là, c'est une des images les plus fortes du film, c'est son personnage. C'est ça, quand je dis qu'elle vole la vedette au film, c'est littéralement ça. Je pense que c'est vraiment elle le plus gros souvenir qu'on va avoir en sortant de la salle, selon moi. En tout cas, c'est elle que j'ai gardé en tête, puis la soupe wonton. Ouais, mais c'est ça, moi je peux pas... vous êtes au même pied d'égalité tous les deux, parce que moi je l'ai vu 2 fois, fait que il est vraiment plus imprimé dans ma tête. Ok, là. ouais. Fait que, la deuxième fois, genre, comme tu disais tout tantôt, Caroline, tu disais la deuxième fois, tu remarquerais plus de jokes. Moi, c'est ça que j'ai fait la deuxième fois. T'sais. Toutes les jokes que j'avais manquées dans la première fois, je les ai pognés dans la deuxième. T'sais. Puis la première fois, comme j'ai dit, je l'ai vu après 10-12 heures de route. Puis j'étais fatigué, c'était à 10 heures le soir. Puis vers le 3/4 du film, je commençais à m'endormir un peu. Puis je voulais pas, là, j'étais vraiment fâché après moi-même. J'étais comme, dors pas, c'est Ghostbusters, ça fait des mois que tu veux le voir. Puis tout. Mais il y a un petit bout où j'étais plus trop sûr de qu'est-ce qui s'était passé, puis il a fallu que je le demande à ma mère dans le char après ça. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé ce bout-là, tu sais? Puis là, la deuxième fois, j'ai rien manqué pendant tout, puis j'étais super attentif, je regardais partout dans l'écran, je regardais, puis là, tu sais, j'avais lu l'affaire sur la 3D, fait que là, je regardais le cadre, je regardais tout, tu sais, puis là, j'ai vraiment tout enregistré dans ma tête, fait que ça, je vous en parle à soir, puis tout est là, tu sais, toutes les jokes sont là dans ma tête, aucun moment, je pourrais tout vous le décrire d'une seconde à l'autre, le film, je pense. Là, mais justement, les jokes, et ça, c'est une grosse qualité, je trouve, au film. J'adore le style d'humour à Paul Feig, puis il y a plein de petits détails puis de trucs dans le film qui m'ont vraiment plu. Après que la scène que Melissa McCarthy se fasse posséder, elle descend en bas, puis là, il y a les policiers qui est là parce que Bill Murray est arrivé à un accident. Puis elle commence à discuter avec eux, puis oui, il y avait vraiment un fantôme. Vous voulez dire un fantôme comme Patrick Swayze dans Ghost? Puis là, à part à parler de ça,
Ben oui, ben non, c'est ça, j'ai fait de la poterie avec Patrick Swayze, puis elle mélange ça avec c'est ça, j'ai fait quelques danses, là, j'étais dans un hôtel. Dans un resort. Dans un resort d'un Catskills, après ça, on s'est assis, puis on a fait de la poterie, puis tout. Puis... De la poterie, puis là après, elle commence à parler avec Kristen Wiig, puis dans Point Break, oui, c'est vrai, dans Point Break, puis là, il commence à triper en parlant des affaires, elle dit oui, j'ai mélangé des affaires, mais il était tellement bon dans Roadhouse, oui, dans Roadhouse, c'était super bon. Dans Point Break, oui, dans Point Break. Ça, j'aime ça, ces petits détails-là, c'est vraiment... la petite référence aussi, la petite pointe que Kristen Wiig a lancée au maire, puis le maire, il a réagi à un moment donné. Je vais pas te dire tout de suite exactement qu'est-ce qu'il a dit, je vais voir si tu t'en rappelles dans le restaurant, là. Quand elle va cogner d'invite, puis tout. Oui, de Jaws. Oui, je l'ai vraiment ri, celle-là, c'était génial. C'est comme le maire dans Jaws. Il dit, ne me compare jamais au maire dans Jaws. Vraiment fusqué. C'est tellement drôle parce qu'avant de rentrer dans le restaurant, c'est comme une espèce de restaurant de luxe. Oui. Puis elle pense que les fenêtres, c'est des portes coulissantes, mais c'est juste des fenêtres. À chaque fenêtre, elle essaie de l'ouvrir, puis là, tu vois le maire puis la fille à l'intérieur. C'est comme, c'est triste. C'est une scientifique, mais elle sait même pas que c'est des fenêtres et non des portes coulissantes. Là, c'est l'assistante du maire, l'assistante d'Andy Garcia. C'est Cecily Strong. Elle joue dans SNL, puis elle est drôle aussi dans ce rôle-là. Puis elle est là, puis elle regarde Kristen Wiig, puis elle en revient pas, puis elle dit, elle pense vraiment que c'est une vitre, que c'est une porte, la vitre, là. Elle dit, puis là, elle dit, elle voit que Kristen Wiig les essaye toutes, puis elle dit, puis elle pense que c'est toutes des portes, là. Puis c'est une scientifique, ça, là. Puis Kristen Wiig qui capote, puis elle dit, la fin arrive, tu sais, la ville est envahie par des fantômes, puis tout, puis ça se met à trembler, puis elle dit, voyez, là, ça arrive, puis là, c'était juste une benne à ordure qui passe, là, tu sais, sur des roues. Ou même la première scène. Truc de vidange, la première scène que Kristen Wiig est en train de se pratiquer dans son local. Oui. Là, t'as le gars qui arrive avec son livre, puis là, elle essaie vraiment de contredire que non, c'est pas elle, puis tout ça. Puis elle dit, de toute façon, c'est un livre qu'on a écrit quand on était jeune, c'est pas sérieux. Il dit, pourtant, quand on rouvre votre livre, la première page, cette histoire est tout à fait très sérieuse. C'est ça. Elle dit, c'était juste une joke. C'est marqué après la phrase. C'est pas une joke. Mais tu sais, juste la manière qu'elle est là, puis elle se relaxe, elle dit, je vais enseigner dans le grand hall, puis là, puis elle se brasse là derrière, puis lui, il arrive puis elle leur conne, tu sais. Je pense que c'est ça une grande force aussi de ce Ghostbuster-là, c'est la plume à Paul Feig, pareil, qui est là dans ces petits dialogues qui sont le fun. Puis tu sais, ceux qui disent, je pense qu'ils ont vraiment pas vu le film, là, mais qui donnent un 1, puis zéro humour, il n'y a rien d'autre. C'est comme, OK, c'est vraiment de la mauvaise foi parce que dans les dialogues, à plusieurs reprises, il y a plein de moments qui... Peut-être qu'il va pas te faire donner des éclats de rire, tu vas pas rire aux larmes, mais t'as tout le temps un sourire qui est pas loin, puis parfois tu lâches un rire, puis c'est vraiment le fun, puis c'est constant ça, c'est vraiment le fun. Le côté fun de ce Ghostbuster-là, il est omniprésent. Puis ça, c'est une des qualités principales aussi que je donne à ce film-là, c'est que vous allez avoir du fun pendant 1h56 puis jamais vous emmerder. Oh, ça passe super vite, puis tu finis de voir le film, puis tu te dis, OK, c'est quand la prochaine occasion que je vais avoir de le revoir, là? Tu sais, c'est pas vraiment l'opinion de Steven. Lui, je pense qu'il a pas vraiment hâte de le revoir, je pense. Honnêtement, je paierais pas 2 fois pour aller le voir au cinéma. Okay. Mais je suis curieux de le revoir parce que je vais vouloir le faire écouter à Chantal. Mais il y a des gags puis des scènes que j'ai envie de revoir, que j'ai du fun. On l'a dit, le personnage de Kevin, le secrétaire, je pense que toutes ces scènes à lui, je veux les revoir automatiquement. À la fin, avec son sandwich, là. C'est comme, il est en train de manger son sandwich. Les filles, c'est comme, comment t'as eu le temps d'aller acheter un sandwich pendant qu'on était comme en danger de mort? Je pensais que vous étiez là-bas, fait que j'ai été là, puis je me suis pris un sandwich en même temps. Là, il pogne son sandwich, elle le pitch, puis nowhere, il y a quelqu'un qui repitch son sandwich, il le rattrape avec son sourire, puis il est comme, merci, puis il continue à manger son sandwich. C'est trop drôle. Kristen Wiig, ils sortent de l'immeuble puis tout, puis elle rencontre Kate McKinnon, puis elle dit, t'es parti combien de temps? Elle dit, on est en 2040, puis le président c'est une plante. Elle dit, je te niaise, t'es parti 2 minutes. Ouais, c'est vrai, c'est avec que c'est pas. Des petits jokes. Tu sais, plus j'y repense, puis plus t'en dis de même des petites phrases, je trouve ça vraiment drôle. Je pense que j'aurais aimé ça d'écouter avec vous, en fait, puis peut-être avec Chantal, puis pas être tout seul dans une salle de 4 personnes, là. Je pense que ça aurait peut-être... c'était plate, ça, 4 personnes. C'est ça, c'est plate. Je pense que ça me manquait un peu de l'énergie. Tu sais, c'est le fun, une salle au complet qui rit, puis qui... Ça, je n'ai pas parlé, mais la première fois que je l'ai vu à Chicoutimi, la salle, il y avait à peu près 30 personnes. Beaucoup d'hommes. J'étais quand même surpris, il y avait quand même pas mal d'hommes. C'était des couples, beaucoup, mais je pense qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. Puis la deuxième fois, c'était un mardi soir à 7h, c'était cette semaine. On est allé voir tous les deux à Peterborough, ici, dans notre ville, en Ontario, puis c'était full. Oh, tu sais, à part peut-être les 3-4 rangées en avant, là, en bas, là, dans la salle, mais sinon, c'était full. C'était 90% plein, là. Sérieusement. Puis plus de femmes que d'hommes, cette fois-là, je pense.
Puis ça a ri tout le long, ça a réagi à toutes les jokes, toutes les scènes de peur, tout. Puis à la fin, les gens ont applaudi. Quelques personnes ont applaudi, en tout cas. Ah ouais? Oh, Cool, puis il y a ça, beaucoup de monde qui sont restés jusqu'à la fin du générique, puis l'ambiance était vraiment bonne, là. Ah, sérieusement, j'étais vraiment surpris. Puis c'est dommage parce que j'entends beaucoup dire de gens que les salles étaient vides, puis tout. Puis pourtant, nous autres, c'était comme non, c'est bien plein. Mais je serais curieux aussi de savoir la différence, mettons, entre le public du Québec, le public de l'Ontario, puis des différents endroits comme ça. Ça dépend peut-être des villes, des États aux États-Unis, je sais pas. Il doit y avoir des différences démographiques, là. Faut dire que j'ai vu le film à 4h45 aussi. Un samedi, c'est samedi, il fait beau, le monde va plein sur les terrasses. Oui, c'est plein prix. Fait que c'est peut-être pour ça aussi, là. Puis, qu'est-ce que j'allais... Non, j'avais d'autres jokes en tête, je pense. Ah, la joke quand c'est niaiseux, mais quand Holtzman, Kate McKinnon est toute avachée sur sa chaise dans le bureau du maire, puis là, t'as les deux gars, les deux adjoints du maire qui sont debout à côté, puis qui... le maire, il dit, vous avez enfreint plusieurs règles, tu sais, puis elle est là, puis elle a dit... comment est-ce qu'elle dit ça? C'est combien de règles? Une règle? Non, plusieurs. 2 règles? Non, plusieurs règles. Tu vois, on fait plusieurs règlements. C'est comme ça, là, je me souviens plus. Là. Ouais, puis là, comme... Ah non, finalement, je suis pas mal sûr que c'est une règle. Une règle, oui, c'est ça. C'est niaiseuse. Ah, puis là, je voulais dire un point, mais je pense que je viens de le perdre à fois. Parce que là, à dire des jokes, tu me fais penser à des jokes. Mais il y a une scène que j'étais vraiment curieux. Je me demande s'il y a des scènes qui ont été tournées par la suite et rajoutées au film par rapport à toute la polémique qu'il y a eu, parce qu'il y a plusieurs moments qu'il y a des références à des critiques qui mettent leurs vidéos quand ils ont filmé les fantômes. Oui. Puis là, ils parlent des commentaires négatifs qu'ils ont envers eux, par manière à dire « Ah, lis ce commentaire-là », puis « Ah, vous êtes juste des espèces d'hypocrites », ou en tout cas, je sais pas trop quoi. Puis des trucs de même, puis j'étais comme « Man, c'est vraiment d'actualité avec ce qui est arrivé au film », puis je suis comme « Ils ont-tu rajouté ça par la suite, ou c'était déjà là avant? » Puis ça leur revient souvent dans le film, là. Moi, je pense que ça pouvait avoir été déjà là, parce que Melissa McCarthy, c'est pas la première fois qu'elle se fait bâcher. Il y a vraiment comme une gang de haters de Melissa McCarthy sur Internet, puis c'est du monde qui l'haïssent depuis Heat, là. Puis qui l'ont haï dans Bridesmaid, puis qui l'ont haï dans Spy. Dans Bridesmaid, elle faisait vraiment la grosse... La grosse conne. Grosse conne. Grosse colonne. Mais elle l'a bien, elle est drôle. Oui, mais c'est ça. Moi, je la défends, mais tu sais... je vois qu'est-ce que le monde aime pas en elle, mais dans les rôles qu'elle joue au cinéma, puis alors là, je l'ai dit 1 million de fois, mais allez écouter Gilmore Girls, puis elle joue d'autres choses là-dedans. Mais en même temps, je me demande s'il y en a qui n'ont pas juste vu le pire de Melissa McCarthy, parce que honnêtement, dans Heat, dans Spy, Bridesmaid, ces choses-là, est vraiment bonne. Mais exemple, il y a une journée que je savais pas quoi faire, puis sur Netflix, je vais à Give, j'ai pas envie d'écouter un film important, j'ai mis Tammy. Oui. Puis honnêtement, c'est le pire film que j'ai vu de Melissa McCarthy, et j'étais comme, mon Dieu, elle est vraiment talentueuse. Puis elle est plus là. Tu sais, dans Bridesmaid, son personnage dégueulasse, crasse. Dans Heat aussi, à la limite. Elle l'a fait. Quand je l'ai vu revenir là-dedans dans Tammy, j'ai trouvé ça tellement... J'ai comme fait, non, tu vaux mieux que ça. T'as plus besoin de faire ça. Puis c'était vraiment un mauvais film. Fait que, c'est qu'elle l'a fait dans plusieurs films. Je pense, le film avec Jason Bateman, Identity Thief, c'est pas ça oui, aussi. Je l'ai pas vu, mais... Un peu moins, je te dirais. Okay. Elle est moins crasse que ça. Tu sais, dans Tammy, elle est vraiment dégueulasse, son personnage. Puis je suis comme... Ah non, son nouveau film de Boss, c'est un peu ça aussi encore, je pense. C'est pas une grosse nounoune. Je l'ai pas vu non plus, mais les bandes annonces donnent l'impression que c'est ça un peu. Peut-être, ouais, ça se peut. Il y a juste Saint-Vincent, je pense, qui a l'air de jouer un film avec Bill Murray, qui a l'air de jouer un personnage moins nono, là, tu sais. Mais tu sais, dans Spy, il est comique, mais tu sais, c'est pas basé sur le grotesque de son physique, là. Tu sais, c'est d'autres choses qu'elle fait qui sont drôles, tu sais, il est pas juste comme une grosse qui pète, c'est drôle, tu sais. C'est ça, puis tu sais, l'imbécile, c'est plus sa grande amie. Oui. Puis c'est cool parce que c'est ça qui arrive avec Ghostbusters, il y a aucune blague sur son poids. Oui, elle a beaucoup maigri aussi déjà en partant, mais il y a rien par rapport à son physique, puis elle paraît bien dans le film, tu sais, elle est cute, puis c'est ça, Melissa McCarthy, maintenant. Fait que je veux plus qu'elle revienne dans son personnage de crasse et de tout ça. Il n'y a rien sur le physique des 4 filles. Non, c'est ça, il n'y a rien. Aucune remarque, rien. Là, ils sont jamais sexualisés, ils sont jamais descendus pour leur physique ou quoi que ce soit. Il y a quand Patty essaie de faire du body surfing au concert rock, puis tout le monde la laisse tomber, puis là, comme... OK, je sais pas si c'est parce que je suis noire ou parce que je suis une femme, mais je suis fâchée. Mais c'est le seul moment où on parle de ça. Tu sais, le reste du temps, Puis là, les critiques sur Internet, comme tu disais, les commentaires. Et qu'est-ce que tu tentais pour dire, Steven? J'allais dire, c'est parce que je pense que il y a peut-être, par contre, à 2-3 reprises,
des jokes de pets que j'ai comme fait. C'était pas... Tu sais, celui-là de l'interphone, là. Oui. Sur le coup, je l'ai pas vu venir, bravo, ça c'est réussi, mais je trouvais que c'était pas du calibre. C'est jamais arrivé dans les Ghostbusters originaux, mais t'aurais des films de gars, ça pourrait arriver, ça passerait, personne ne dirait rien. Tu sais, c'est un film de filles, puis les gens... Non, je pense pas. Ça m'aurait dérangé même... Excuse-moi, là, je vais rassembler mes mots, je vais trop dire de choses en même temps. J'aurais été voir Ghostbusters 3 en ce moment. Tout le casting est là, tout le casting est motivé, tout est super beau, puis j'aurais eu la même scène que j'ai eu là. J'aurais pas aimé ça pareil, parce que ça n'avait pas sa place. Puis le reste du film, c'est pas ce style d'humour-là. Fait que les 2-3 scènes à reprise de jokes de pets, puis de trucs comme ça, je suis comme... J'en ai entendu 2 autres, je pourrais pas te dire lesquels, mais je sais qu'il y a au moins 2-3 jokes de pets ou de caca, quelque chose de même. Oui, le gars qui a fait caca dans son pantalon. Ah, il y a ça, oui, c'est vrai. C'est ça, j'étais comme... Ah, c'est pas nécessaire. Moi, je préfère justement les jokes plus anodins, justement, à la One Time, puis les dialogues, ces trucs-là. Paul Feig est bon là-dedans. Ça envoie pas des jokes de pets. La slime de la fille au début, qui selon Kristen Wiig, était dans toutes les cracks. Ouais. Puis ça, c'était drôle. Ah, c'est quoi l'affaire aussi? C'est quoi qu'ils reçoivent sur eux autres à un moment donné, puis sont c'est McCarthy puis Wick sont comme, voyons, Chris, on a reçu tout ça sur nous autres, puis ça rentre partout, puis c'est pas dans le métro à un moment donné. Ouais, dans le métro, quand ils tiennent le fantôme, puis que le métro passe dessus, puis il reçoit la gelée. Ouais, c'est ça, puis il y a juste Holtzman qui n'a pas, les 3 filles en ont sur eux autres, tu sais. Un des bouts que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup fait rire, c'est Kristen Wiig qui sort du manoir au début avec les 2 autres filles, puis ils viennent de voir le fantôme s'envoler, puis tout ça. Les fantômes existent! Puis tu sais, t'as Kristen Wiig qui fait sa face niaiseuse sur YouTube, tu sais, puis son patron qui dit, tu sais, non, on n'accepte pas ça, nous autres. C'est qui cette fille-là? C'est ça. T'auras pas de permanence, tu sais. Une petite face niaiseuse sur YouTube. Est-ce que vous avez remarqué à la fin, quand la dernière scène d'interview de la collègue du maire, qui a vu tout le temps interdire les filles, elle se fait interviewer, puis non, c'est le maire qui se fait interviewer, puis derrière, t'as un gars qui passe, puis qui est comme, votez pour Trump! J'ai pas entendu Trump. Vous avez pas remarqué ça? Non, le gars, il passe vraiment derrière, puis il gueule, votez pour Trump. J'ai pas entendu Trump. Peut-être, non, je m'en souvenais pas. J'ai pas remarqué du tout. Non. OK. Je sais de quel gars tu parles, mais là, j'ai pas entendu ce qu'elle m'a dit. J'ai pas... je l'ai vu 2 fois en plus. J'ai peut-être halluciné aussi. Non, il me semble que non, je suis pas mal sûr, mais il me semble qu'il dit voter pour Trump. Fait que je pense qu'en gros, on a fait le tour. Ouais. Une conclusion, un avis général, une recommandation. Ben, c'est ça. Moi, en gros, je vais avec mon avis, je l'ai dit, là. J'ai beaucoup aimé. J'ai envie de me replonger dans cet univers-là plusieurs fois. J'ai envie de, tu sais, je l'ai déjà vu 2 fois, je le reverrai une autre fois. Puis je recommanderais à tout le monde de le voir en 3D. C'est dommage que tu l'aies pas vu en 3D, Steven. Ouais, je suis déçu. Vraiment la peine. Puis je pense que ce sera pas pareil sur une TV 3D parce que les affaires sortiront pas du cadre. En tout cas, pas de la même manière, je pense. Peut-être que oui, peut-être qu'il va être en letterbox puis ils vont sortir, du coup, en tout cas, peu importe. Mais je trouve que ça vaut vraiment la peine. Puis venant de moi, c'est surprenant, mais ça vaut la peine de voir en 3D. Moi, je veux des suites. J'espère qu'il va en avoir. Tu sais, au box-office, c'est pas un gros succès, mais c'est pas non plus un gros flop. Fait que c'est un peu entre les deux, là. Je voudrais avoir des suites. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Je voudrais avoir une version longue. Je sais qu'il va en avoir une de 2h15. Mais si je pourrais avoir la 3h30, je l'écouterais, là, tu sais. C'est peut-être trop long aussi. Ouais, peut-être. Mais la 2h15, en tout cas, ce que je sais, c'est que les 15 minutes de plus, ils ont mis le budget pour finir les effets spéciaux puis tout. Fait que, tu sais, tout, ça va être intégré dans le film, ça va être complet, il y aura pas de différence avec le reste. OK. Fait que, ça, je suis intéressé. Puis, moi, je le recommande. Moi, c'est ça, ma relation avec les premiers films c'était, j'aime ça, je suis pas plus nostalgique que ça, là. J'aime ça, les premiers films, mais je suis prêt à avoir des nouveaux films de ça, puis à rester dans cet univers-là avec ces 4 filles-là, puis je les trouve vraiment badass, je trouve vraiment Holtzman vraiment super badass, puis je veux avoir plus d'elles, plus de ces filles-là, puis on peut élaborer encore plus sur leur amitié, puis leur relation, tout ça, dans d'autres films. Puis c'est ça, je veux que ça continue, je veux pas que ça meure, ce nouveau Ghostbusters-là. Je trouve que c'est parti dans une bonne direction, selon moi. Puis toi, Caroline? Ben moi... je veux le DVD ou le Blu-ray ou whatever. J'ai le goût de le revoir. J'aimerais ça qu'il y en ait un deuxième. Puis là, ben, en tant que personne qui pense déjà à l'Halloween, je me demande, à l'Halloween, est-ce que je vais me déguiser en Ray? Est-ce que je vais me déguiser en Humboldt?
Où est-ce que je vais me déguiser en Vanessa Ives dans Penny Dreadful? En tout cas, je sais pas. Mais il y a vraiment plein de filles intéressantes au cinéma puis à la télé, puis c'est cool. Ah, je te cherchais Ray, j'étais comme Ray dans Star Wars. Okay? Ouais, dans Star Wars. J'étais comme pas Ray de Ghostbusters. Pourquoi tu te déguiserais en Dan Aykroyd? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, c'est cool, parce que maintenant, tu sais, je vais juste finir avec ça, je vais une petite dernière pensée. Les filles, maintenant, peuvent rêver d'être des Ghostbusters, puis peuvent rêver d'être des Jedi, puis c'est vraiment cool. Donc, en 2016, les petites filles de 5 ans, 10 ans, peu importe, peuvent avoir ces héroïnes-là à l'écran, puis faire comme nous autres, on était... Ta gueule, Siri. Je me renseigne. Je veux partager. Quelque chose sur Internet pour les filles maintenant. Pas vrai 8 de jeudi à 5h 10h peut faire comme. Regardez. C'est pas ça que j'ai dit, Siri. Depuis quand Siggy participe au bras de fer des filles? Ah, des fois, ça arrive. En tout cas, je suis pas sûr de la pertinence de ces interventions. Moi non plus. Hey, ça aurait été épique. Moi aussi, j'aime Ghostbusters. Je veux le DVD. Mais non, c'est ça, juste pour finir, c'est ça. Que nous autres, quand on était jeunes, on avait les Jedi et les Ghostbusters, mais maintenant les petites filles les ont aussi. Voilà. Eh bien, moi, honnêtement, je le recommande, Ghostbusters. C'est pas meilleur que les originaux, mais en même temps, c'est pas mauvais, ça va pas violer votre enfance. Puis honnêtement, il y a aucun remake qui va violer votre enfance. C'est pas bon, écoutez-les plus, puis retournez écouter l'original, là, ça va exister encore. Je crois juste que c'est pas... je crois juste que le potentiel d'avoir vraiment plus qu'un bon film est là et qu'il y a eu trop d'ombre de l'ancien Ghostbuster qui est présent dans cette nouvelle mouture-là qui est venu un peu me gosser. Mais honnêtement, je dis oui pour une suite. On est là, on a eu nos caméos, la chose est faite. Là, faites-nous un Ghostbuster 2, fuck les anciens, puis go, développez votre univers puis vos personnages à fond, puis je veux plus rien savoir d'avant. Puis honnêtement, là, je pense qu'on pourrait avoir encore plus qu'un bon film. On pourrait même avoir un excellent film, là. Ouais, parce que là, c'est ça, c'est un peu comme un origin story, puis là, une fois que c'est passé, c'est comme, là, on peut rentrer dans l'action. Sauf que là, justement, ça manque un peu d'origine, puis on est comme tout le temps dans l'action. Fait que peut-être rajouter peut-être rajouter un peu plus d'origine dans le deuxième, mais avec pareil autant d'action. En tout cas, c'est ma façon de voir la chose. Petit spoiler de 2 minutes à peu près, ceux qui l'ont pas vu, skipper une couple de minutes. À la toute fin du générique, dernière scène, tu veux-tu le savoir, Steven? Ben oui, évidemment. Okay. Sinon, à chaque fois qu'on fait un épisode bonus là, du bras de fer, je manque les scènes finales. Jem et les hologrammes, même chose. J'ai crissé mon camp, puis j'ai pas vu la dernière scène qui était la meilleure scène du film. J'ai oublié de te le dire parce que je le savais, puis j'ai oublié de te le dire. Je le savais avant de voir le film la première fois. J'avais lu quelque part qu'il fallait rester jusqu'à la fin, puis j'ai oublié de te le dire. À la toute fin du générique, on voit les 4 filles dans le laboratoire, puis tu sais, Kate McKinnon en arrière-plan avec Kristen Wiig est en train de montrer quelque chose d'autre qu'elle a inventé. C'est un genre de truc qui se referme, puis qui... C'est pas le piège qu'on voit à la toute fin, là, mais c'est un autre affaire qui se referme, puis qui ça ouvre, puis là, elle dit, je l'appelle le casse-noix. Puis là, Kristen Wiig a dit, ah, ok, je comprends ce que c'est pour les fantômes, puis tout. Non, elle dit, c'est pour casser des noix. Puis là, en avant-plan, t'as Leslie Jones qui est en train d'écouter justement le petit... l'enregistreur justement où il y avait le joke de pète au début, puis elle a ses écouteurs, puis elle écoute, puis elle a l'air tout embêtée, puis tout. Puis là, à un moment donné, elle fait bizarre. Elle l'arrête, tu sais, puis les autres filles sont comme, t'as entendu quelque chose? Elle dit ouais, elle dit, elle s'en revient vers Melissa McCarthy, elle dit, c'est quoi Zool? Ah. Ok. Fait que c'est ça. Fait que je pense qu'on va avoir ton gros chien dans le deuxième. Ok. Mais c'est pas nécessaire. Mais... Ok, c'est... je vais le prendre, celui-là. On va voir ce que ça va donner, là. Fait que là, je me dis, dans un troisième film, il va y avoir Vigo à un moment donné, là. Ben, on l'a eu dans celui-là au début. Viens pas me dire que c'est pas un clin d'œil à Vigo, là. Le tableau? Ouais, le tableau, l'air de la fille, elle a vraiment un air comme Vigo. Ouais, c'est comme c'est très collé, là. C'est vrai. Mais honnêtement, on a reparlé du film, puis t'as reparlé des petites jokes par-ci par-là, puis j'ai pareil quand même envie de le revoir, le film, pour toutes ces petites jokes-là, puis ces petits dialogues-là. C'est vraiment le fun, tu sais. Au pire, on va le voir en spécial un mardi, en 3D. Ah, il ne même pas faire en 3D, c'est vrai.
Non, à côté de chez nous qui passe les films en 3D, le film il est même plus là. J'ai dû aller à Hull là, pour aller le voir. Fait Ça que fait ça juste fait 2 semaines qu'il est sorti. En plus. ça fait juste 2 semaines. Fait que ça veut dire que bientôt il sera plus au cinéma. Malheureusement. Malheureusement. Bon, ben... Mais de toute manière, j'ai même pas vu Lights Out. J'ai pas vu le nouveau Star Trek. Je veux dire, j'ai tellement de trucs à voir que je peux pas vraiment me permettre d'aller voir 2 fois le même film au cinéma. Là. T'as même pas vu Tarzan. Comme si c'était... tu m'as donné envie. Honnêtement, dès la bande-annonce, m'avait pas donné envie de le voir. Fait que j'étais comme, hein? Monsieur JF qui chiale contre le CGI, il est parti voir Tarzan. J'étais comme, non, il y a de quoi qui te losse, là. Ben c'est ça, fait qu'en gros, ben voilà, c'était notre épisode de Ghostbusters 2016. C'est nos opinions. Et ben merci tout le monde d'avoir écouté. Merci à Caroline d'avoir été là. Oui. Ça m'a fait un grand plaisir. Oui. À la prochaine. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci à toi, Steven, d'avoir pris le temps d'aller voir le film et ben, de toute façon, t'avais hâte, je pense, comme t'as dit. J'avais hâte. C'était pas une job, là. C'était vraiment comme j'avais envie de voir Ghostbusters. Oui. Puis vous voyez, on a critiqué ça de manière objective, puis j'ai pas glorifié le film juste pour faire fermer la gueule aux haters. Non, bonne job. J'espère que les gens pensent pas justement que à cause de mon opinion positive, je fais juste. Non, je suis là à dire, tu sais, je te connais, t'es pas mal, mais le monde te connaisse pas, ils peuvent très bien dire, ben oui, c'est ça, de la bullshit, mais t'es vraiment pas quelqu'un comme ça. T'as tout le temps été honnête. Puis je pense pas que t'aurais dit que The Killers c'est pas bon si tu serais quelqu'un justement qui fait attention à ça. T'as tout le temps été objectif avec tes critiques. Tu m'as fait découvrir des affaires comme The Rooftop, des trucs comme ça. J'étais certain que t'allais aimer aussi. Là. Ouais. Bon, fait que c'est ça. Fait que ben merci tout le monde d'avoir écouté. Puis on se reparle très bientôt dans un autre épisode régulier probablement ou un time out. Et sur ça, suivez-nous sur la page Facebook et à la prochaine. À la prochaine.